ce qui aurait été l'idéal. Donc avec les conditions sanitaires, au moins on peut respecter les distanciations sociales, via internet. Donc merci à tous d'être présents. On est assez peu nombreux, mais c'est pas très étonnant étant donné que faire des visioconférences en plein week-end sur des sujets, qui touchent la commune, c'est un peu compliqué. Donc merci quand même d'être venus. Donc on va prendre une petite demi-heure, je pense, le temps de la présentation pour vous expliquer un petit peu, ce qui a été fait sur la commune. Donc dans le cadre de l'Atlas de biodiversité qui a débuté en 2017, donc j'expliquerai tous les détails, juste après. Donc pour, débuter cette réunion, je demanderais bon, on n'est pas nombreux, on est 4 connectés. Donc je demanderais à tout le monde, si c'est possible, de passer un maximum, de questions, via le chat écrit. Donc vous avez un petit bouton en bas de l'écran pour, ouvrir le canal de discussion. Donc ici, vous pouvez écrire toutes les questions que vous voulez, faire des remarques et cetera. N'hésitez surtout pas à passer par ça parce que du coup, ça évite que tout le monde allume son micro et qu'on ne s'entende plus trop parler. Du coup, je j'ai mon téléphone à côté, je verrai à regarder de temps en temps, voir s'il y a pas des questions qui viennent régulièrement et donc surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, ceux qui ont accès facilement à leur micro, qui souhaitent le désactiver et l'activer temporairement, vous pouvez. N'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation. S'il y a des termes que j'aborde qui sont pas très compréhensibles, je vais essayer de vulgariser un maximum et surtout, de m'interrompre si vous avez des questions parce que, je vais aborder pas mal de choses sur le programme qui a été fait sur la commune et il y a pas mal de sujets abordés. Donc surtout, si vous avez des remarques, si vous dites qu'on discute tout de suite, d'un sujet en particulier, n'hésitez pas. Le but, c'est aussi d'échanger un maximum avec les personnes qui sont présentes sur la commune pour justement, faciliter les échanges, la circulation d'informations et cetera. Donc, je me présente, je suis Raphaël Trombert, donc, je travaille à l'association Somme Nature, qui est plus connue sous le nom de CPIE Vallée de Somme. Donc c'est un label qu'on porte, qui est connu un peu partout en France, comme la LPO et on a débuté du coup en 2017 avec la mairie de Pierrego, l'Atlas de biodiversité. Donc c'est un gros programme qui regroupe 7 communes, qui bénéficient toutes d'un atlas et qui est déroulé du coup qui a commencé en 2017 et qui a fini en 2020, donc avec, la crise sanitaire et cetera, on a pu étendre jusqu'à 2021, donc jusqu'à février pour pouvoir faire les réunions, dans les meilleures conditions possibles. Malheureusement, ça s'est pas calmé donc même en repoussant en 2021, on est obligé de faire des visioconférences. Donc voilà, je vais partager mon écran pour vous montrer, les diapositives et comme je disais, surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, hop, tac. Alors est-ce que la diapositive est visible par tout le monde? Oui, OK, super. Alors, je vais vous présenter quelques petites diapos sur, le programme APC en général, pour vous situer un petit peu le contexte, ce qu'on fait et ensuite je vous présenterai les différents résultats et à la fin, il y aura un petit temps d'échange pour, justement, discuter un petit peu de tout ça ensemble. Alors le projet APC, donc qui se nomme Atlas participatif dans les communes, donc c'est un nom un peu bizarre qui est plus connu en général sous le nom d'Atlas de biodiversité communale, donc ABC et qui pour le coup est, exactement le même outil sauf qu'il a été, pour ce programme-là spécifiquement étendu sur plusieurs communes en même temps, donc on ne pouvait pas dénommer ça comme un atlas de biodiversité communale puisque ça touchait plusieurs communes. Donc on a renommé tout ça juste pour ce programme-là en atlas participatif dans les communes. Mais globalement, c'est exactement le même programme, les mêmes, points abordés et cetera. Donc c'est un outil qui découle de la stratégie nationale pour la biodiversité. Donc le gouvernement avait, sur ces dernières dizaines d'années, découlé plusieurs grands volets pour essayer de promouvoir la biodiversité en France et cetera et donc les atlas, ils sont spécifiques aux communes et donc s'étendent uniquement sur les frontières de la commune et permettent du coup de prendre en compte et de découvrir les différentes, espèces qui sont présentes sur ce territoire. Donc le but, c'est de développer un outil donc qui est purement scientifique. Ça n'a pas du tout à vocation d'être réglementaire, de contraindre les communes ou n'importe quelle personne. C'est vraiment un gros outil qui résume l'ensemble des démarches liées à la biodiversité sur une seule commune
et donc le but, c'est de donner un outil qui aideront justement les communes à valoriser leur biodiversité sur leur territoire et également du coup à terme, prendre en compte, la biodiversité s'il y a des projets d'aménagement, sur le territoire. Donc comme je le disais, ça a été lancé en 2017 par le CPIE, donc l'association Somme Nature, grâce au fonds FEDER. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a un partenariat pour ce projet-là avec la région et la région du coup a permis de faire, débloquer des fonds européens, pour ce programme-là en particulier. Donc les objectifs de l'APC, pour faire simple, c'est d'améliorer les connaissances naturalistes à l'échelle de la commune. Donc essayer de découvrir un maximum d'espèces animales, un maximum d'espèces végétales, de délimiter des zones à enjeu et de promouvoir tout ça, de tout condenser dans un seul document pour que ce soit accessible à tout le monde et que ce soit public. Il y a un autre gros volet qui est de sensibiliser, d'impliquer un maximum d'habitants et d'acteurs locaux dans la démarche. Donc pour ça, on avait, mes collègues et moi, développé plusieurs flyers justement, pour inciter les personnes à, partager des données, donc dans leur jardin s'ils découvrent des espèces, lors de balades et cetera, de nous faire remonter tout ça, pour pouvoir justement, enrichir nos bases de données et il y avait aussi un volet, sur les animations. Donc ça a été un petit peu compliqué. On a pu en faire sur quelques communes juste avant que les contraintes sanitaires arrivent de façon plus durcie. Pour la commune de Pierrego, on en discutera à la toute fin, mais l'animation en tout cas n'a pas pu avoir lieu dans les conditions qu'on voulait et donc pour le volet animation en tout cas, on a prévu autre chose, mais ce sera un peu moins pédagogique et surtout, il y aura pas le côté, échange sur place autour d'une activité. Donc c'est vraiment ce côté-là qui a un peu manqué dans l'APC sur, Pierrego en tout cas. Ensuite, il y a un volet, donc définir les enjeux communaux en termes de biodiversité. Donc avec tous les inventaires qu'on a fait sur les animaux, sur les végétaux, sur les habitats naturels, on a permis de délimiter des zones sur Pierrego qui sont entre guillemets «à enjeu», donc qui regroupent des, intérêts écologiques particuliers. Et donc comme je le disais, le but final, c'est de pouvoir permettre une meilleure prise en compte de cette biodiversité très locale dans les actions et les projets communaux, sur le territoire de Pierrego. Donc pour résumer les grands volets qu'on a mis en place sur, le côté scientifique, donc inventaire, nature. Donc nos équipes ont mis en place des inventaires faunistiques. Donc le terme faunistique est un petit peu barbare, mais grosso modo, ça regroupe uniquement les espèces animales, donc c'est le terme un petit peu plus scientifique. Donc dans ces inventaires-là, on a fait des inventaires sur l'ensemble des oiseaux de la commune, des reptiles. Donc les reptiles, c'est tout ce qui est lézards, serpents, amphibiens, donc grenouilles, tritons, crapauds et tous les insectes, donc du plus petit au plus gros, hein, volants, terrestres et cetera et également tous les mammifères, donc tous les petits animaux qu'on pouvait trouver à droite et à gauche, ou les traces de présence en tout cas qu'on pouvait en avoir. Donc ça peut être, de l'écureuil jusqu'aux plus gros comme les sangliers, les chevreuils et cetera. Ensuite, on a fait des inventaires floristiques. Donc, ici, ce sont les inventaires qui touchent toutes les espèces végétales, donc, toutes les plantes. Donc on a fait mon collègue, botaniste a fait du coup des inventaires sur l'ensemble alors sur l'ensemble de entre guillemets «de la commune». Donc il a essayé de répartir 5 zones un peu spéciales qui regroupent les différents habitats qu'on peut retrouver sur la commune. Je vous expliquerai ça après. Parce que du coup, c'est un peu compliqué de faire des inventaires justement, sur la flore, sur l'ensemble du territoire. Ce serait très, très long et pas spécialement très pertinent étant donné que beaucoup d'espèces sont assez communes et se retrouvent un peu de partout. Et du coup, on a fait aussi des inventaires sur les habitats. Donc toute la commune entièrement a été catégorisée, sous différentes étiquettes. Donc ça peut aller des cultures aux, jardins domestiques, des haies, avec des arbres, des haies avec des buissons, les routes, tout a été, cartographié et ça permet du coup de délimiter justement des zones plus ou moins, favorables à la biodiversité et ça permet de faire ressortir des enjeux aussi, liés à la biodiversité. Donc en ce qui concerne les inventaires liés aux animaux, donc ça a été déroulé sur 3 ans et chaque année, il y avait 7 jours, qui ont été dédiés justement aux inventaires faunistiques. Alors dans ces inventaires, comme je le disais, pardon, il y a, tout ce qui touche les insectes, donc l'entomologie et on va retrouver les lépidoptères, donc papillons, les orthoptères, donc c'est le nom scientifique pour tout ce qui est sauterelles, criquets, grillons
On a les odonates, donc tout ce qui regroupe les libellules et les demoiselles et absolument tous les autres arthropodes, donc tous les autres, animaux petits qui peuvent s'apparenter aux insectes, mais qui ne le sont pas, comme les coccinelles, les araignées et cetera. Donc tout ce qui a été vu, en tout cas, a été inventorié, analysé et intégré aux bases de données. Donc vous voyez, ça touche vraiment, l'ensemble des animaux qu'on peut observer sur la commune. En ce qui concerne les oiseaux, on a, inventorié sur plusieurs points de la commune. On avait des points, ce qu'on appelle nous des points d'écoute. Donc on se place sur, différents points de la commune et on se pose pendant environ 20 minutes et on observe, à vue ou à l'écoute les différents oiseaux qu'on peut trouver. Donc on a des oiseaux, donc on a plusieurs points d'écoute comme ça qui se font sur plusieurs périodes de l'année. Parce qu'on a des oiseaux qui vont migrer, donc ils vont partir au début de l'hiver et qui vont revenir début du printemps. Donc on a des passages sur la commune qui se font justement, fin d'automne et fin d'hiver également, pour essayer de voir les oiseaux qui quittent la commune pour des pays plus chauds, pour passer l'hiver au chaud et qui reviennent après, au printemps pour passer l'été, le printemps et l'automne, sur la commune. Donc on a comme ça des oiseaux qui sont, qu'on va dire nicheurs, donc des oiseaux qui vont rester juste l'été, des oiseaux migrateurs qui vont partir, justement, l'hiver, dans les pays plus chauds et les oiseaux qu'on appelle hivernants, donc les oiseaux qui vont rester là pour le coup toute l'année. Donc même l'hiver, qui vont être présents, très peu actifs parce que du coup, il fait en général très froid, il y a très peu de ressources alimentaires à aller prendre, donc en général, ils sont assez peu actifs, mais on peut les entendre très tôt le matin, aux lueurs du soleil et parmi ces oiseaux-là, on va aussi inventorier les rapaces nocturnes, donc les oiseaux qui sont actifs essentiellement la nuit. Donc ça va être toutes les chouettes et les hiboux présents, en Picardie. Ensuite, on va avoir tous les amphibiens, donc comme je disais, tous les grenouilles, crapauds, tritons, et également tous les reptiles, donc les lézards et les serpents qui peuvent être observés. Donc pour les amphibiens, on a des passages qui se font de jour et de nuit, puisque du coup les amphibiens sont très très actifs la nuit dès la tombée du jour. En général, les amphibiens commencent à sortir, à se regrouper à différents endroits et parfois même à chanter, assez bruyamment. Donc les passages de nuit sont très très, intéressants pour les amphibiens. On a également pour les reptiles, donc tout dépend de nos inventaires. En se baladant sur les communes, à côté de murets en pierre, à côté d'endroits un peu secs, on peut trouver des reptiles, donc que ce soit lézards ou serpents. Mais pour optimiser aussi nos passages, on a fait ce qu'on appelle, des passages avec des plaques reptiles. Donc grosso modo, ce sont des grandes plaques en caoutchouc qu'on a dispatchées un peu de partout sur la commune, dans des endroits assez favorables, donc ça peut être en lisière de bois, dans des prairies assez sèches, très ensoleillées. Donc des endroits où potentiellement les reptiles peuvent se mettre, ils vont se glisser sous la plaque pour rester au chaud et se regrouper comme ça, plusieurs, heures dans la journée et du coup nous quand on passe, on va aller voir ces plaques, on va les soulever pour essayer de voir les différentes espèces qui sont présentes, dessous. Donc c'est un moyen assez efficace pour, inventorier les reptiles, en général. Ensuite, on va avoir les mammifères, à savoir que les chauves-souris sont aussi des mammifères, mais on les a mis dans une catégorie à part étant donné que la méthode pour les inventorier et le fait que ce soit des animaux volants et actifs de nuit, c'est assez particulier, donc on les a détachés des mammifères en général, mais on vous les présentera également. Donc les mammifères hors chauve-souris, donc tout ce qui peut, toucher aux petits animaux ou aux gros, on va faire des détections à vue, donc dès qu'on les observe, on les note, ou alors, avec des traces et des indices de présence. Donc il faut savoir que les animaux, quand ils vivent dans la commune, vont laisser des indices de présence. Donc les écureuils vont laisser des noisettes par terre, manger, vont laisser des débris. On va avoir des petits comment? Des petits rongeurs tels que le muscardin, par exemple, qui lui va manger des, noisettes et des glands de façon très, très particulière et du coup, en trouvant ces, différentes, indices, on va pouvoir dire que telle espèce est présente, même si on l'a jamais vue physiquement, sur la commune. Et ensuite, on a donc les chiroptères, donc les chauves-souris, qui eux sont détectés, avec des ultrasons. Puisque les chauves-souris sont des animaux assez particuliers, qui voient très peu, donc ils arrivent à se repérer avec leurs yeux, mais essentiellement avec leurs oreilles. Donc ils vont émettre des ultrasons la nuit, donc ils sont pas audibles pour nous les humains, puisque ce sont des fréquences qui sont bien, bien au-dessus de ce qu'on peut nous émettre et entendre. Et ils vont pouvoir comme ça, avec le retour de son, pouvoir s'orienter dans la nuit. Donc c'est un mécanisme très particulier.
Et pour ça, du coup, nous, en pleine nuit, on a des petits boîtiers, qu'on peut tenir à la main et qui nous permettent justement d'écouter ces sons qui sont inaudibles pour nous et déterminer si, telle ou telle espèce est présente, si cette espèce est en train de manger, de chasser, de se déplacer, de communiquer avec d'autres et cetera, donc c'est très intéressant. Et on a aussi, le même système avec des boîtiers fixes et pour le coup, ces boîtiers sont aussi intéressants parce qu'on peut les poser dans des endroits, où on peut imaginer que des chauves-souris sont assez actives. Donc typiquement dans des couloirs, de végétation. Donc si vous avez un sentier avec, différentes, de grandes lignées d'arbres qui sont présents des 2 côtés, typiquement c'est l'endroit où les chauves-souris vont venir chasser la nuit. Donc si on a l'occasion de poser un boîtier, on va le poser et ce boîtier-là va rester plusieurs nuits d'affilée à enregistrer, toutes les heures de la nuit. Donc qui va capter tous les ultrasons et à la fin on va pouvoir compiler l'ensemble de ces nuits et les analyser pour, justement trouver des petites espèces qu'on peut pas spécialement trouver, en l'espace d'une demi heure sur un point, de la commune. Donc ces boîtiers-là ont notamment été utilisés sur, diverses, parcelles privées. Donc il y a certains habitants sur ces 3 années qui ont accepté de nous ouvrir, les portes de leur jardin et on a pu poser comme ça des boîtiers chez eux. Donc des jardins, assez ouverts avec la présence, de fleurs, de légumineuses et cetera, d'arbres également, donc des endroits assez, intéressants pour les chauves-souris aussi. Donc en posant ces petits boîtiers-là, on peut comme ça, trouver des espèces, assez particulières. Ensuite, toutes ces données-là, on a des tableaux énormes de données à la fin des 3 années d'études, de listes d'espèces, faramineuses et donc toutes ces données-là ont été croisées avec, les données liées à la réglementation. Parce qu'il faut savoir qu'en France, une partie de ces espèces, si ce n'est quasiment toutes, maintenant, sont réglementées. C'est-à-dire qu'elles sont protégées à plus ou moins grandes échelles. Par exemple, les chauves-souris, typiquement, sont des espèces qui sont très suivies en France depuis quelques années et qui sont absolument toutes protégées. Et elles sont protégées à haut niveau, c'est-à-dire que la réglementation pour les chauves-souris, par exemple, vont interdire de détruire ces animaux, vont interdire de détruire les endroits où elles vont passer l'hiver, les endroits où elles vont passer l'été, justement pour élever les petits après les portées. Donc, on va avoir comme ça des réglementations plus ou moins importantes pour des amphibiens, par exemple. On va avoir des, petits tritons qui vont justement avoir une protection très élevée où les habitats sont interdits à être détruits, les espèces ne peuvent pas être commercialisées, transportées, ne peuvent pas être manipulées sans une autorisation particulière et d'autres espèces, par exemple, qui auront juste une protection liée à son habitat. Par exemple, on va retrouver une grenouille verte à un endroit. Typiquement, on va avoir du mal à, faire en sorte que l'endroit où elle vient se reproduire tous les ans va être détruit. Par contre, l'espèce en elle-même n'est pas protégée, ce qui fait que même si, une personne mal intentionnée, viendrait à, détruire une espèce, ne pourra pas être sanctionnée. Voilà. Donc il y a plusieurs niveaux comme ça qui sont, répartis suivant les espèces et donc on a croisé toutes ces données-là avec les réglementations pour dire: «Tiens, telle espèce est présente sur la commune et du coup, elle est très intéressante parce que pour le coup, elle est très suivie, très protégée et c'est une super donnée», voilà. Et donc on a un deuxième volet, donc ça c'est la partie réglementation, donc c'est la loi qui interdit certaines choses et on a aussi une portée, scientifique qui a été croisée. Donc certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle les listes rouges en France, en Europe et au niveau mondial. Donc ces listes rouges vont, mettre des étiquettes sur chacune des espèces présentes en France, en Europe et dans le monde. Et suivant, ces étiquettes-là, pardon, vont donner, un degré, de conservation concernant l'espèce. Plus simplement, une espèce va être catégorisée suivant sa menace d'extinction. Donc à savoir si cette espèce est très rare, si son habitat est très menacé, elle va se retrouver par exemple dans la zone qui est encadrée en rouge, en danger critique d'extinction, en danger ou juste vulnérable. Et donc au-dessus, ce sont des espèces qui sont a priori éteintes ou alors dont on n'a pas de données depuis plusieurs années et dont, bon, faute d'observation, on peut considérer cette espèce-là, pardon, comme éteinte ou quasi éteinte. Et juste en dessous de ce carré rouge, on va avoir les espèces qui sont à la limite ou alors pas du tout concernées. On va avoir des espèces qui sont quasi menacées, d'autres dont la préoccupation est très mineure, donc c'est-à-dire que on a vu qu'il y a eu des changements au niveau de ces habitats sur le territoire français. Pour l'instant, ça a pas l'air d'être menaçant, donc on l'a catégorisé en vert, en préoccupation mineure. Et on a des données où on n'a pas assez justement, de renseignements dessus.
et donc on peut pas savoir justement si cette espèce-là est en danger critique d'extinction, si cette espèce-là se porte très bien. Donc ce sont ce qu'on appelle les, DD, NA, NE, ce sont des espèces justement où on peut pas savoir parce qu'on n'a pas assez de données. Et donc je vais le rappeler petit à petit en vous présentant les différentes espèces qu'on a trouvées. Mais en gros, les espèces que je vais vous présenter, il y aura des lettres à côté souvent comme ça, qui vont justement montrer, son importance au niveau de la région, donc en Picardie et son importance au niveau de la France entière. Donc certaines espèces se portent plus ou moins bien en Picardie et autrement en France, puisqu'il y a plusieurs territoires, différents, des milieux qui sont plus ou moins boisés en France et cetera. Donc on a des comme ça des étiquettes qui sont mises au niveau, régional et d'autres au niveau national, en France. Donc avec tout ça, on a croisé toutes ces données et on a essayé de voir sur la commune les endroits où il y avait justement des zones à enjeu. Donc c'est-à-dire une zone où il y avait une concentration importante d'espèces qui sont réglementées ou justement d'espèces qui sont, majoritairement menacées et qui sont concentrées à un endroit. Donc on a pu comme ça établir une grande carte sur toute la commune où on va avoir des carrés comme ça de 100 mètres par 100 mètres. Et pour faire simple, plus la zone est rouge, plus la zone justement concentre, des espèces qui sont réglementées ou qui ont un intérêt fort pour la conservation. Et donc on voit comme ça que beaucoup de zones, où il y a eu des espèces, alors toutes les zones sont inventoriées, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai fait ressortir uniquement les zones qui sont, intéressantes. C'est-à-dire que sur toutes les zones où il n'y a pas de carré, c'est-à-dire que ce sont des zones où des espèces ont peut-être été vues, mais pour le coup, ce sont des espèces où justement ce sont des espèces qui se portent très bien et qui ne sont pas spécialement réglementées. Donc elles sont présentes, mais elles n'ont pas spécialement d'enjeux liés justement, à leur conservation. Et donc sur cette carte-là, on voit que grosso modo, toute la zone autour de Pierrego, donc vraiment le côté, de la ville, pas le côté, au nord, où il y a principalement des champs, concentre beaucoup de carrés où justement il y a des espèces qui sont réglementées et on va principalement voir, alors c'est un petit peu difficile de voir ça à travers les mailles, j'ai essayé de mettre, un filtre transparent pour essayer que ce soit plus visuel, mais en somme, je vous présenterai les différents endroits, plus précisément après. Mais, en général, les espèces-là sont présentes sur les prairies en général de fauche, sur les, différents endroits qui sont boisés. Donc il y a plusieurs petits endroits comme ça, sur Pierrego. On va avoir des endroits un peu boisés, donc ce ne sont pas des forêts ni des grands bois, mais ce sont des endroits qui sont, où il y a une concentration assez importante d'arbres de différentes essences, différentes espèces et en général, c'est là où on retrouve beaucoup de choses. Donc ça, c'est juste pour vous présenter un petit peu les endroits, d'intérêt de la commune. Je reviendrai après dessus plus en détail, sur différentes cartes. Alors pour vous présenter un petit peu les espèces, présentes sur la commune, des espèces animales qui sont assez sympas, qui sont soit menacées, soit, ce qu'on appelle nous des espèces emblématiques, c'est-à-dire des espèces qui sont, typiquement retrouvées dans certains milieux et qui du coup, de par leur présence montrent que ce milieu, même s'il est très commun, est plutôt bien, bien conservé. Donc on va avoir le busard cendré, donc qui est un gros oiseau, ce qu'on appelle les rapaces, de jour, les rapaces diurnes. Donc c'est un gros oiseau qui se nourrit essentiellement de de «gros mammifères» entre guillemets. Ce sont des, pour les oiseaux, ce sont des gros mammifères comme les rongeurs, donc les, rats des champs et cetera. Donc il va essayer de chercher justement toutes ces petites bêtes, qui courent, à droite et à gauche dans les champs en général. En Picardie, on retrouve beaucoup de busards et de faucons au-dessus des champs. Et donc, pour vous montrer, ce busard cendré, par exemple, a l'indice AR, donc en Picardie, c'est-à-dire que c'est une espèce qui est assez rare. Elle est pas visible de partout en Picardie et quand on le croise, pour nous les naturalistes, on est assez contents parce que du coup, c'est une espèce qu'on a peu de chances de croiser et donc en Picardie, elle est catégorisée comme assez rare. Elle est également vulnérable en Picardie, VU, et elle est quasi menacée en France. C'est-à-dire qu'en France, globalement, son indice est plus, critique qu'il l'est en Picardie. C'est-à-dire qu'en Picardie, par exemple, cette espèce-là va retrouver plus d'habitats qui lui conviennent et du coup, cette espèce-là sera plus présente en Picardie que sur le reste du territoire français en moyenne. C'est pour ça que son indice est moins critique en Picardie qu'en France. On va aussi avoir, par exemple, la chevêche d'Athéna, donc qui pour le coup, elle aussi est un rapace, mais c'est un petit rapace, nocturne.
donc c'est une espèce qui est très active dès, le coucher du soleil et toute la nuit quasiment et pareil que son, cousin le busard cendré va se nourrir essentiellement de petits mammifères donc rats et cetera et donc c'est une espèce qui est assez commune en Picardie mais pourtant, son statut est vulnérable en Picardie. Alors, elle est assez commune parce que du coup, elle est assez bien répartie dans toute la Picardie en général, mais pour autant, ses habitats sont en forte régression. Donc les chevêches d'Athéna, en général, on va les retrouver dans des endroits, où typiquement il va y avoir des bois morts, donc des bois qui sont des arbres qui sont morts sur pied, par exemple, elle va pouvoir se nicher dedans. Des endroits, qui sont plus très retrouvés en France en général, donc ça va être des endroits où, on va retrouver de vieilles bâtisses, par exemple. De vieilles bâtisses avec parfois quelques trous dans les toitures, quelques endroits où elle va pouvoir se nicher, dans les pierres justement des murs de ces bâtis et donc tous ces endroits-là avec, justement, les aménagements du territoire, les rénovations et cetera, ce sont des endroits qui sont de plus en plus rares en France en général et plus particulièrement en Picardie. Donc c'est pour ça que son statut est plus menacé en Picardie qu'en France. Donc elle est vulnérable en Picardie et sa préoccupation mineure pardon, en France, sa préoccupation est mineure en France. Je vais y arriver. On va aussi avoir une espèce de chauve-souris qui est, pour le coup très protégée en France, puisque pour le coup la réglementation, comme je vous l'ai montré, est très forte pour cette espèce-là et en plus de ça, elle bénéficie de ce qu'on appelle d'un PNA. Donc il y a un plan d'action au niveau national qui a été mis en place pour certaines espèces de chauves-souris, puisque justement leur statut est très menacé et très préoccupant. Et donc ces documents-là, permettent de mettre en place des actions particulières pour ces espèces-là. Donc non seulement elle est protégée, non seulement, c'est une espèce qui est menacée, donc très haute sur les listes rouges, elle est quasi menacée en NT et en plus de ça, il y a des documents spécifiques pour, pour cette espèce-là et deux trois autres en France, pour justement viser à une meilleure conservation et espérer pouvoir justement voir cette espèce-là, coloniser d'autres espaces en France. Donc la pipistrelle de Nathusius a été vue, à plusieurs endroits sur la commune, de Pyrgo. Et ensuite, je vais vous présenter des espèces qui, pour le coup, sont emblématiques, donc qui sont très communes en France, mais qui sont typiques de certains milieux. Donc par exemple, le cuivré commun est un papillon, très facilement reconnaissable puisque du coup, son dessus des ailes est très elle est, ouais, quasiment toute l'année orange très vif. Donc ça se voit pas très bien sur la photo, mais en tout cas, c'est un petit papillon avec une couleur orangée très, très vive et ce papillon-là se retrouve principalement sur les milieux, ouverts. Donc sur les friches, par exemple, les lisières de forêt, donc des endroits qui sont en général, heu, assez bien en termes de biodiversité puisque la végétation va pouvoir, s'exprimer de façon libre et justement on va avoir des endroits où des espèces sauvages, végétales vont pouvoir se développer et ces papillons-là adorent ces endroits-là puisque du coup ils vont pouvoir se faufiler, se cacher, quand ils ont besoin, vont pouvoir trouver différentes, espèces, de fleurs pour pouvoir se nourrir et cetera. Donc le fait de l'observer montre que sur Pyrgo, en tout cas, il y a des espaces où, la végétation est libre et plutôt en bonne santé globalement puisque cette espèce, affectionne ces milieux-là. On va avoir par exemple la coccinelle aussi à 22 points. Donc en France, il y a eu beaucoup d'idées reçues sur les coccinelles depuis l'arrivée des coccinelles asiatiques et donc en général, les coccinelles quand elles ont plus de 7 points, on les considère comme des coccinelles asiatiques. Donc des coccinelles asiatiques sont des coccinelles qui viennent d'Asie et qui, colonisent de plus en plus, l'Europe. La France est très touchée et du coup, ce sont des coccinelles qui se reproduisent, beaucoup plus rapidement que les coccinelles qui sont initialement présentes en France et donc vont pouvoir comme ça, prendre la place d'autres coccinelles. Donc plus les coccinelles asiatiques vont se reproduire et vont proliférer, moins il y aura de place pour les coccinelles, présentes en France normalement. Mais il faut savoir que d'autres coccinelles sont, des espèces, qu'on appelle indigènes, donc qui sont bien, présentes en France et qui sont d'origine, française. Et la coccinelle à 22 points est une coccinelle qui a beaucoup de points, mais qui pour le coup n'est pas asiatique et qui, du coup est aussi potentiellement menacée, par leur cousine. Donc, celle-là est aussi une coccinelle qui apprécie des milieux ouverts, un peu comme le cuivré commun. Et les coccinelles sont appréciées au niveau des jardins, en général, puisque du coup, elles vont pouvoir se débarrasser de beaucoup de pucerons à l'année, qui vont comme ça pouvoir préserver un petit peu les cultures, en général. On va aussi avoir ce qu'on appelle les cirfes. Celui-là, c'est une cirfe, ceinturée, puisque du coup, sur son abdomen, on voit qu'il y a
différentes bandes noires qui s'apparentent un peu à des ceintures, donc son nom vient de là. Et les cirfes, on les voit souvent voler l'été et elles sont souvent apparentées à des, guêpes ou des petites abeilles en tout cas, alors que ce ne sont pas du tout des guêpes ou des abeilles. Elles ne peuvent pas du tout piquer et ce sont en fait des mouches qui imitent, grandement leurs cousines les abeilles, justement pour pouvoir passer inaperçues, pour pouvoir, éviter de se faire manger, pour pouvoir, donner des signaux justement, à leurs prédateurs comme quoi, «Attention, je suis comme mes, cousines les abeilles, je peux piquer», alors que pas du tout. Ce sont juste des mouches qui sont, zébrées, un peu comme les abeilles et qui ont cette couleur, jaune et noire. Et donc ce sont pardon des abeilles, ce sont des mouches, pardon, qui pollinisent énormément, d'espèces, végétales, à l'année. Donc comme les abeilles, ce sont des espèces qui sont, dites pollinisatrices puisqu'elles vont polliniser et permettre aux fleurs de se reproduire. Donc c'est un maillon très, très important de l'écologie, en général. Au niveau des inventaires, liés à la flore, donc comme vous le voyez, il y a, 8 zones, réparties, sur toute la commune de Pierrego, et ce sont des zones qui ont été sélectionnées pour essayer de regrouper un maximum de d'habitats, représentés, sur la commune. Donc par exemple, on va avoir des endroits qui vont être inventoriés où on va retrouver des sentiers. Des sentiers avec des bordures avec des herbes hautes, des sentiers avec des haies. On va avoir aussi des champs. On va voir aussi une partie, du côté du cimetière avec la zone 3 où on va avoir différents milieux. On va avoir des arbres, on va avoir des endroits avec, des petits buissons, des endroits avec des pierres, donc ils vont pouvoir, permettre à différentes plantes de se développer, et on va avoir des, différentes zones comme le site numéro 8, où pour le coup, c'est un couloir à proximité de champs, sur un sentier avec des arbres et cetera, qui est plutôt ombragé et donc qui vont pouvoir potentiellement permettre à d'autres espèces de plantes de se développer. Donc, on a comme ça sélectionné différentes zones pour ne pas pouvoir parcourir toute la commune, pour pouvoir pour autant avoir toutes les espèces qui sont potentiellement présentes sur la commune de Pierrego. Donc on a eu 8 zones et au fur et à mesure de ces différents inventaires, on va pouvoir aussi catégoriser les habitats. Donc, on a appelé ça les habitats naturels, bien que, en France, les habitats naturels sont à prendre avec des gros guillemets, puisque, l'homme a quand même énormément impacté ces milieux-là et façonné en tout cas, la forme de ces différents milieux, donc ils sont plus tellement naturels, mais dans le langage courant, on appelle ça des habitats naturels puisqu'au final, ce sont quand même des espèces, de plantes et d'animaux qui sont présents et qui pour le coup n'ont pas été introduits par l'homme, donc, on va appeler ça des habitats naturels, même si c'est pas vraiment le cas. Alors au niveau des plantes, on va avoir une espèce qui était une très grosse trouvaille sur Pierrego, qui est le géranium des bois, puisque c'est une espèce exceptionnelle en Picardie, donc qui est exceptionnellement rare et qui est une espèce aussi en danger critique d'extinction, que ce soit en Picardie et en France. Donc elle vit dans des milieux assez particuliers. Pour le coup, je pourrais pas vous donner toute sa biographie parce que je ne suis pas un spécialiste des plantes, mais en tout cas, je vous donne les différentes informations que j'ai eues de par mon collègue. Et donc c'est une espèce, je vous montrerai la zone où elle a été trouvée, c'est une espèce du coup qui a quelques pieds, donc quelques endroits où on a pu trouver comme ça des groupes de fleurs, et donc c'est une espèce qui a, tout intérêt à être conservée en tout cas. Donc très, très grosse trouvaille du côté, de la flore, sur Pierrego. On a aussi des espèces qui sont assez communes, mais très emblématiques, comme je vous le disais pour la faune. On a aussi des espèces qui sont, emblématiques et symboles justement de milieux qui sont intéressants, même s'ils sont très communs. Donc on a l'agrostide des chiens, donc qui est une espèce qui est assez peu commune en Picardie, mais qui est en très, très bon état de conservation en France et en Picardie avec le statut, LC. On a aussi dans la même gamme, le millepertuis couché, donc qui est assez peu commune en Picardie, mais qui a un très bon état de conservation général et qui est une espèce qu'on va retrouver comme ça au sol, qui est pas très haute, mais qui fait de jolies fleurs jaunes, et donc c'est une espèce qui est, assez particulière justement des milieux, à la jonction, il me semble justement des milieux enherbés, donc avec des herbes hautes et des milieux un peu plus coupés. Donc elle va être là comme ça à la jonction des 2 et va pouvoir se développer au soleil, dans ces différents habitats. Ensuite, on a aussi inventorié, tout ce qu'on appelle espèces exotiques envahissantes. Donc je vous ai donné l'exemple des coccinelles asiatiques
qui est une espèce exotique envahissante puisque c'est une espèce animale qui est exotique puisque du coup elle n'est pas présente normalement en France, qui a été introduite, soit par l'homme de façon volontaire ou non et qui est envahissante. Donc le terme envahissant en écologie, on les attribue pour des espèces qui vont avoir un impact soit sur l'écologie, donc comme les coccinelles asiatiques qui vont petit à petit, prendre la place d'autres coccinelles et donc vont les menacer, dans leur état de conservation, donc vont être de plus en plus menacées et on a d'autres espèces qui vont poser des problèmes aussi économiques. Alors je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais enfin si on pourra vous je vais vous présenter une autre espèce juste après qui est la renouée du Japon, qui pour le coup devient un problème économique de plus en plus important en France puisque c'est une espèce qui colonise très rapidement les milieux et qui, pour, pouvoir s'en débarrasser nécessite des moyens humains et financiers assez importants et donc on a comme ça des impacts sur l'environnement, sur l'économie ou sur la santé. On a par exemple, qui n'est pas une espèce exotique envahissante, mais qui pourrait le devenir, on a l'ambroisie en France, qui est une espèce végétale qui cause énormément d'allergies, chez les personnes et qui se reproduit assez rapidement et qui colonise comme ça énormément d'habitats en France et qui, pour le coup, va, poser de plus en plus de problèmes au niveau, sanitaire, ne serait-ce qu'au niveau allergique. Donc voilà, les espèces qu'on appelle EEE, donc 3 E, ce sont des espèces qui rassemblent ces 3 critères qui sont, exotiques, donc non présentes naturellement en France et envahissantes, donc qui posent des problèmes économiques, sanitaires ou écologiques. Et donc sur la commune de Pierrego, vous avez cette carte-là avec, Pierrego a entre guillemets «de la chance» par rapport aux autres communes qu'on a pu inventorier, puisqu'elle n'a que 3 espèces exotiques envahissantes présentes sur le territoire et ce sont que des espèces végétales, donc que des plantes. Sur d'autres communes, la liste est beaucoup plus longue. Alors sur Pierrego, on a ce qu'on appelle le Buddleia de David, donc une espèce, d'arbre plus ou moins grand, je vais vous les présenter juste après en images. On a la renouée du Japon, donc je viens d'en parler, qui est une espèce qui colonise qui se reproduit très rapidement, qui va tendance à faire disparaître la végétation autour, donc au final, on n'aura que des buissons de renouée de Japon, alors qu'on avait de superbes, boisements, aux alentours. On a la renouée de Bohême, qui est une espèce aussi de renouée japonaise. Donc c'est une espèce, cousine de la renouée du Japon, qu'on appelle renouée de Bohême, je ne sais plus exactement pourquoi. Mais en tout cas, les 2 sont très similaires et causent, des dommages, quasiment identiques. Donc on voit sur la commune que, ces renouées du Japon sont essentiellement présentes pour l'instant, sur les bordures de chemin. Donc que ce soit sur le bord de sentiers ou le bord de routes, donc des endroits où justement la végétation est pour l'instant assez peu présente, donc tant mieux. Pour le coup, elle se développe quand même assez rapidement. On voit que du côté, enfin au centre de Pergo, on a 3 points roses qui montrent que justement la renouée a l'air de se plaire à cet endroit-là et de se reproduire assez bien. On a la renouée de Bohême, du côté, un petit peu plus au sud, juste à la sortie, de la ville et on a le Buddleia de David, donc on a 2 pieds qui ont été retrouvés, en face, des renouées du Japon de l'autre côté de la route. Voilà. Alors pour vous présenter un petit peu en image, la renouée du Japon, ça ressemble à ça. Donc au début, c'est assez petit, ça peut quand même atteindre, jusqu'à 7 mètres de haut. Donc tout dépend des essences, des endroits où elle est localisée. Ça peut vraiment devenir des espèces d'arbres alors que c'est juste une plante, hein. C'est pas du tout, c'est pas du tout une plante qui fait partie de la catégorie des arbres. Donc comme je vous le disais, sa croissance est très rapide, notamment au printemps. Elle peut atteindre jusqu'à 4 centimètres par jour de croissance au printemps, si les conditions sont très bonnes. Hem, les renouées du coup vont comme ça, on le voit un peu sur l'image, avoir tendance à recouvrir le dessus des autres, plantes. Donc si c'est sur une prairie, la prairie en dessous, hormis de l'herbe, il n'y aura plus grand chose. Donc s'il y a des espèces de fleurs qui se développaient avant, le fait d'être recouvert comme ça par la renouée va bloquer la lumière et donc les plantes ne pourront plus se développer et vont finir par disparaître. Donc on va avoir comme ça une canopée, ce qu'on appelle horizontale, donc qui vont recouvrir, l'ensemble, de la surface. Donc qui vont également impacter la lumière au sol et diminuer du coup la biodiversité animale et végétale. Donc toutes les espèces animales qui, ont besoin de fleurs pour, se nourrir ou autre, eh bien s'il y a plus de fleurs, il y a plus d'espèces animales et donc on va avoir comme ça localement une diminution de la biodiversité
et le problème principal de cette renouée, c'est que si on veut lutter contre elle, c'est compliqué puisque les rhizomes, donc les racines de cette plante, sont situés de façon très, très profonde jusqu'à plusieurs mètres, dans le sol, et si, l'ensemble de ces racines ne sont pas enlevées, même s'il reste quelques centimètres de racines lorsqu'on fait des arrachages, l'espèce peut revenir. Donc c'est très compliqué, à lutter, et ça demande beaucoup de moyens financiers et humains, et la garantie que cette espèce disparaisse sur un site n'est pas à 100. Et sa cousine, donc la renouée de Bohême, qui est quasiment similaire, on voit que ça a aussi des feuilles en forme de cœur un peu. Il y a un petit début au niveau des tiges en forme de cœur, et du coup les impacts sont très similaires, mais c'est une espèce différente. Et on va avoir le buddleia de David, donc c'est ce qu'on appelle, communément l'arbre à papillons, puisque c'est un arbre qui peut être assez grand et qui va développer comme ça des fleurs en forme de cône, très grosse, inflorescence violette, et qui attire pour le coup, beaucoup de papillons, puisque c'est une espèce, qui est très, très visible, hein. C'est un violet, très pétant, donc ça attire énormément de papillons qui se repèrent, au niveau des odeurs et au niveau des couleurs, et donc c'est pour ça qu'en général beaucoup de papillons papillonnent autour, mais c'est pas pour autant une espèce qui va pouvoir les nourrir. Donc c'est, assez menaçant pour les espèces justement, pollinisatrices, donc toutes les espèces qui aiment les fleurs, parce que du coup elles vont être attirées par ces essences-là, par cette espèce, mais vont en tirer très peu d'avantages, donc ce sont pas des esp le buddleia ne forme pas beaucoup de nectar, donc va pouvoir comme ça, attirer beaucoup d'espèces, les épuiser, à papillonner autour sans pour autant pouvoir, leur donner cette satisfaction. Et donc un peu comme la renouée, le buddleia, quand il se forme à un endroit, va coloniser beaucoup de choses. Donc de par sa grandeur et sa facilité, à se développer très rapidement, et bien, du coup, très localement, il va y avoir beaucoup de zones d'ombre, un peu comme la renouée, et donc on va avoir comme ça peu d'espèces qui vont pouvoir se développer autour, et on va avoir des peuplements, ce qu'on appelle monospécifiques, donc des endroits où on va avoir que des Buddleia de David, donc des grandes espèces, d'arbres, mais uniquement d'une seule espèce, le Buddleia de David. Et donc ça pose quelques problèmes dans certaines, ripisylves, donc dans certains endroits, on va avoir des forêts en bord de cours d'eau, où justement l'espèce va se développer très, très facilement, et va pouvoir, concurrencer comme ça les autres espèces d'arbres, à proximité, et donc va, bloquer la régénération naturelle, de ces forêts, par, la modification du milieu et par la compétition. Donc comme elle croît plus rapidement, elle va prendre plus facilement les ressources par rapport à d'autres arbres, et cetera, et donc petit à petit, poser quelques problèmes, très locaux. Donc pour résumer un petit peu tout ça, donc c'est pas marqué sur le tableau, mais en tout, on a eu environ, 1 000, données, liées aux animaux, donc 1 000 données concernant les espèces ont été récoltées sur Pierrego pour les animaux, et environ 500 pour, les plantes. Et donc avant ce projet-là, on a essayé de voir un petit peu ce qui était déjà présent et connu sur la commune, et donc pour ça, dans les bases de données qui sont accessibles publiquement, dans la région, on a fait le tour de ces bases de données, et on a vu que du côté des plantes, en tout cas avant 2017, donc avant le début, du programme, on avait 131 espèces, de plantes qui ont été, connues sur la commune, et on avait seulement 9 espèces, connues. Alors ça ne veut pas dire que des espèces qui ont été vues, durant ce programme n'ont pas été vues avant, c'est juste qu'en tout cas, elles n'ont pas été intégrées dans les bases de données. Et ce qui fait qu'au niveau national, si, des gérants d'espaces naturels, si, des scientifiques veulent savoir un petit peu, comment ça se passe du côté de la Picardie en termes de biodiversité, donc en termes de richesse d'animaux et de végétaux, et ben, si c'est pas intégré dans ces bases de données et donc, porté à connaissance, on sait que pour Pierrego, en tout cas, il y a a priori que 9 espèces animales présentes. Alors qu'en vrai, il y en a beaucoup plus, et c'est pour ça qu'il y a un énorme intérêt à intégrer dans ces bases de données des observations. Si un jour vous observez, telle espèce animale se balader dans votre jardin, si en vous baladant, vous trouvez telle ou telle espèce animale ou végétale, il est très important pour les scientifiques, après, pour pouvoir justement faire une réglementation plus exacte, pour pouvoir justement, affiner le critère de menace de chaque espèce, il est très important d'avoir une connaissance du territoire, pour cette espèce-là, et donc c'est toujours très important de pouvoir porter à connaissance dans ces bases de données les observations qu'on a. Et donc avant ce projet-là, on avait
40 et 140 espèces, en tout, qui étaient connues et après ce projet, on a considérablement augmenté, du coup, de façon officielle, le nombre, d'espèces animales présentes sur la commune. Donc on est passé de 9 à 153 et donc il y a beaucoup, beaucoup de groupes d'espèces qui ont jamais été observés ni inventoriés sur, la commune qui, pour le coup, maintenant le sont et sont connus. Et pour la flore, beaucoup d'espèces, pour le coup, étaient déjà connues ces 10 dernières années. On n'avait pas forcément, pour ces espèces-là, une connaissance, de reproduction tous les ans. Mais pour le coup, une partie n'a jamais été observée puisqu'il y a à peu près, 60 espèces qui ont jamais été vues, en tout cas sur la commune. Et donc ici, vous avez une carte, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous montrer ce qu'on a fait du côté des habitats de la commune. Alors, vous voyez que toute la surface, de Pierrego a été cartographiée et vous avez comme ça, au niveau de la légende, les différents habitats qu'on peut retrouver. Donc ça va des habitats, urbanisés, donc à base de béton, donc tout ce qui est bâtiments publics, bâtiments résidentiels, tout ce qui est routes et cetera. On a aussi, tout ce qui est culture, donc qui représente la grande majorité de l'habitat sur Pierrego, donc culture de différentes, espèces, hein, peu importe. On a catégorisé comme ça les cultures, les prairies, les zones pâturées, les parcs, les jardins et cetera et donc je vais vous présenter après les différents endroits, d'intérêt de cette commune justement, au niveau de ses habitats et vous voyez qu'il y a énormément de zones différentes en tout cas, un peu de partout sur la commune, mais essentiellement du côté de la ville. Pour le coup, c'est assez intéressant, pour Pierrego puisque la majorité des habitats entre guillemets «végétalisés», donc où on va retrouver des espèces de plantes différentes, sont localisés essentiellement autour de la commune, puisque du coup le reste, de la surface est quasiment essentiellement occupé par les cultures. Donc le premier gros habitat présent sur la commune, donc c'est les cultures. Donc ce sont des espaces qui changent toute l'année puisque du coup, suivant les pratiques agricoles, les différentes essences, enfin les différentes espèces qui sont plus ou moins cultivées, on va avoir comme ça différents endroits, enfin différentes périodes de l'année où la végétation va être plus ou moins haute, va parfois être rasée et cetera. Donc la biodiversité en général, que ce soit au niveau de la flore et de la faune est souvent très faible, mais c'est partout en France. C'est le principe, des cultures puisque du coup sur un seul endroit, il va y avoir quasiment une seule plante présente, que ce soit du maïs, de l'orge ou, du colza. Mais pour autant, la biodiversité quand elle est présente, elle est souvent très spécifique. C'est-à-dire que les espèces qu'on va retrouver ici sont souvent retrouvées partout en France sur les mêmes types de cultures. Et par exemple, on va avoir tout ce qu'on appelle, les pollinisateurs, donc je vous ai parlé des cirfes, avant, mais il y a aussi beaucoup d'autres espèces d'abeilles, comme les abeilles solitaires qui vont faciliter justement les récoltes puisqu'elles vont pouvoir, polliniser, ces différentes espèces, cultivées et donc ce sont des maillons très importants pour la biodiversité, les chaînes alimentaires et également pour les cultures, puisqu'elles sont, au tout début, elles permettent justement la reproduction, de la végétation. On va aussi avoir tout ce qui est, petits mammifères, donc lapins de Garenne entre autres, puisque les lapins de Garenne, adorent, faire des terriers dans des endroits où la terre est assez, facilement manipulable, ce qu'on appelle la terre meuble et donc ils vont pouvoir faire des terriers comme ça sur des espaces, où la terre est souvent retournée, donc pour le coup qui est très souple et donc où on peut facilement faire des trous. Donc lapins de Garenne aiment bien faire leurs terriers au bord des champs et même parfois dans les champs. Et souvent, quand on observe des espèces, lapins de Garenne ou lièvres, d'Europe, c'est souvent au bord des champs, ou dans les champs qu'on les voit courir, en général. On va aussi avoir des espèces d'oiseaux qui adorent les milieux justement où il y a très peu d'arbres. Donc les milieux où ils vont pouvoir se poser sur la végétation. Donc ici, typiquement, on a un bruant-proyer qui est posé sur des branches de colza. Et donc, de par le fait que justement ces espèces cultivées produisent parfois des fleurs, on va avoir donc des abeilles solitaires et autres espèces pollinisatrices qui se mettent sur ces champs et qui sont du coup des ressources alimentaires très intéressantes pour les oiseaux. Puisque donc à un endroit très précis, on a beaucoup d'insectes qui se baladent et donc il est très facile pour les oiseaux comme le bourrion-proyer de se nourrir. Et donc il va adorer pouvoir se poser justement dans des endroits où la visibilité, donc il va pouvoir voir très loin les insectes se balader et pouvoir se nourrir très facilement. Donc on a comme ça quelques espèces d'oiseaux comme le bruyant qui adore se poser dans ces espaces. On a le deuxième habitat le plus représenté qui est, les pâtures. Donc pour le coup, ce sont des espaces, de façon structurelle assez similaires aux cultures puisque ce sont des espaces justement,
assez plat et vaste. Donc, ici, on n'aura pas des espèces, cultivées justement, pour l'économie, mais des espaces où, il y aura essentiellement de l'herbe, pour pour les espèces, qui aiment pâturer. Et donc on va avoir par contre, en général, dans ces espaces-là, des clôtures qui sont soit naturelles, donc avec des buissons, soit avec des buissons ou des arbres, soit avec, quelques piquets et cetera qui vont pouvoir, justement, être des postes d'observation pour les oiseaux. Donc au lieu de se poser sur des branches de colza, ils vont pouvoir se poser justement sur ces endroits-là. Et donc on va avoir différentes structures végétales comme ça, des arbres, des haies, des buissons. À certaines périodes de l'année, quand, les animaux, ne viennent pas pâturer dans les prés, les herbes vont être très hautes, donc on va avoir, des espèces qui adorent se mettre dans ces herbes hautes. Et on a comme ça différents petits milieux et donc différents abris différents et donc, différentes espèces, potentielles, différentes aussi. Et donc plus on va varier les milieux comme ça, très localement, plus on va, augmenter, la chance d'observer différentes espèces. Donc dans ces espaces-là, la biodiversité est plus importante, mais elle est souvent très ordinaire. Donc c'est des espèces en général très communes qu'on va observer, comme le paon du jour, qui est une espèce de papillon qui, aime bien justement, se balader, au bord des buissons, là où il va pouvoir, prendre quelques fleurs, se, cacher dans les buissons et cetera. On a encore une fois le lapin de Guérenne qui, aime aussi, justement ces endroits où il va pouvoir se cacher. On a d'autres espèces, d'insectes comme la punaise arlequin qui elle, typiquement s'observe sur les buissons. Elle adore se mettre, à mi-hauteur, donc jamais très proche du sol, toujours, assez haut, puisque c'est une espèce qui va pouvoir voler aussi, donc s'il y a un danger, elle va pouvoir, facilement s'envoler et sur ces espaces-là, elle va pouvoir justement, trouver de quoi manger, donc des débris de plantes, et cetera pour pouvoir, se nourrir et on aura aussi des espèces qui aiment bien, ces endroits avec des arbres, mais assez ouverts, donc pouvoir, voir de très loin mais pouvoir se poser sur quelques endroits, particuliers. Donc on va retrouver des espèces de mésanges, donc dont la mésange à longe-queue, qui a été observée aussi sur Pyrgo. On aura ensuite en troisième habitat les prairies de fauche, donc pareil de façon très similaire au niveau structurel, donc avec des arbres, des haies, des buissons. Mais pour le coup, comme les prairies de fauche sont fauchées, a priori moins souvent que les pâtures, puisque les pâtures, une fois qu'une espèce, comme les vaches, sont mises dans un champ, en général, elles vont brouter plusieurs mois. Donc la végétation n'aura pas le temps de regrandir, pour pouvoir se développer. Les prairies de fauche, c'est différent, on va attendre que la végétation devienne très haute avant de tout couper. Ce qui fait qu'on va avoir une grande partie de l'année des, herbes très hautes et qui vont pouvoir être appréciées par beaucoup d'espèces, notamment des, orthoptères, donc tout ce qui est, criquets, grillons et sauterelles et cetera. Et donc la présence de ces herbes hautes en plus permet justement d'améliorer encore la biodiversité présente. Et donc c'est dû fait à cette gestion modérée, puisque du coup on intervient que quelques fois dans l'année de façon très ponctuelle et donc l'homme est très peu présent en général sur ces endroits-là. Donc la biodiversité est souvent ordinaire, mais un peu plus différente et plus variée souvent. Donc on va retrouver des espèces de papillons, comme la pierrite de la rave, donc un papillon blanc qui est très commun, en France. On va avoir les criquets des Bromes, donc pour le coup une espèce qui est observée sur Pyrgo, justement à cet endroit-là, sur cette prairie de fauche. Et qui est une espèce justement de criquet qui fait partie de la famille des orthoptères. On va retrouver les cirfes, donc qui aiment bien justement les endroits un peu buissonnants, donc avec des petits buissons, avec des fleurs entremêlées dedans, où ils vont pouvoir justement, se nourrir et polliniser les différentes espèces. Et on va retrouver d'autres espèces aussi, d'oiseaux. Et donc ici, on a le moineau domestique et la maison charbonnière qui a été observée, en partie à cet endroit-là, mais un peu partout dans la commune. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les habitats, liés aux jardins domestiques et les haies, donc les haies en bord de route et de chemin. Donc sur Pyrgo, on n'a pas eu trop l'occasion de d'inventorier un petit peu les espèces animales et végétales présentes dans les jardins domestiques, puisque justement, en général, ce sont des habitats qui sont, privés et donc si on n'a pas l'autorisation de venir, on n'y va pas. Par contre, en général, pour les inventaires, on peut tout de même en faire à distance. Donc on peut se mettre au bord de haies, par exemple, de prairies ou de, jardins privés qui nous semblent intéressants
et on va pouvoir comme ça quand même inventorier au moins les oiseaux, par exemple, qu'on entend très facilement de loin et on va pouvoir dire que sur cet espace-là, on sait que telle espèce est présente. Du coup, on s'est essentiellement concentré sur les bordures de ces chemins et de ces jardins, avec justement la présence de haies qui, du coup, sont soit des talus très hauts avec des une sorte de buisson dessus, de lierre, de ronces et cetera, ou alors des espèces d'arbres de différentes espèces qui vont comme ça pouvoir, créer des murs végétalisés et on va avoir comme ça, un intérêt très particulier puisque sur la commune, en fait et en général d'ailleurs sur, l'ensemble du territoire français, ces espaces, ces grandes lignes d'arbres, de haies, de buissons vont pouvoir permettre, de servir de repères visuels pour les oiseaux, les insectes volants et les chauves-souris notamment. Donc ce sont des ils vont se repérer comme ça à vue, comme nous on pourrait le faire, sur des routes. Eux, ils n'ont pas de route, spéciale, donc ils vont se repérer avec des routes entre guillemets, «d'habitat naturel». Donc les haies sont très importantes sur, les communes puisqu'elles vont permettre la circulation justement de différentes espèces et servent aussi parfois d'abri. Donc on imagine très bien des oiseaux, passer leur vie sur certaines haies parce que du coup, il y a différentes espèces, d'arbres qui sont présentes et même si on a que quelques-unes, ça suffit largement pour pouvoir, se nourrir, se reproduire et cetera. Et donc on va retrouver, à proximité de ces espaces-là, des espèces de chauves-souris, dont le murin de Nattéraire qui était vu sur, la commune de Pierrego, donc qui est une grosse espèce de chauve-souris, assez noire. Pour le coup, les espèces de chauves-souris souvent sont de couleur assez brune, parfois un peu beige. Le murin de Nattéraire a les ailes très, très noires et très reconnaissable et pour le coup, a été vu justement, lors d'écoutes, de nuit sur des bordures de haies, puisque les justement les chauves-souris comme elles ne voient pas, la nuit, elles se repèrent avec les sons et justement les arbres comme ça présents en face d'eux vont pouvoir renvoyer le son qu'elles émettent et elles vont comme ça pouvoir distinguer des couloirs où elles vont pouvoir se repérer. Une chauve-souris aura beaucoup de difficultés à pouvoir voyager au-dessus de champs, puisqu'il y aura aucun repère haut sur lequel elle va pouvoir, mettre un point si vous voulez. Donc les chauves-souris vont essentiellement se déplacer le long de lisières, le long de bois, le long de haies, le long de clôtures aussi parfois et donc c'est très important pour eux d'avoir, ce genre d'espace. On va aussi retrouver les pipites des arbres, donc de petits oiseaux qui aiment beaucoup justement, ces milieux, assez particuliers et on va avoir du coup des espèces comme le chevreuil européen qui, se voit parfois sur des champs, mais qui lui se repère aussi beaucoup, avec les milieux boisés. Donc milieux boisés et également donc les espaces où il y a des haies avec des arbres. Il va se repérer comme ça pour pouvoir, naviguer. Donc il sait que si jamais il y a un danger, il va pouvoir, se balader le long des haies. S'il y a quelque chose, pouvoir rentrer justement dans ce milieu-là pour rester caché et ressortir sur les champs et cetera quand il le veut. Donc les espaces qui sont très ouverts où il y a aucun arbre, en général les chevreuils et plus globalement aussi les cerfs, en Picardie sont très peu présents. Ils aiment et ils apprécient énormément les milieux où il y a des arbres. Et on va aussi retrouver du coup la coccinelle à 7 points, donc la coccinelle la plus connue, coccinelle qu'on appelle aussi coccinelle à bon Dieu, puisque c'est l'espèce la plus, courante et la plus symbolique, en France. Donc pour synthétiser, on va avoir 4 zones, sur Pierrego qui sont très intéressantes en termes de biodiversité, puisqu'elles vont varier les milieux. En premier lieu, on a le cimetière, puisque du coup, dessus, on va avoir sur l'espace, même s'il n'est pas très grand, au final, il y a des arbres, il y a des buissons, il y a des espaces qui sont très ensoleillés, donc très secs. Il y a une prairie, des endroits où des fleurs poussent, donc il va y avoir comme ça plusieurs endroits ombragés, secs, ouverts, fermés, qui vont pouvoir varier les différentes espèces, de plantes et d'animaux, sur un endroit très, très restreint et donc la journée, ce genre d'endroit attire beaucoup les insectes et donc vont pouvoir attirer aussi les oiseaux qui se nourrissent d'insectes et donc on va avoir comme ça la journée, beaucoup d'oiseaux qui vont circuler sur cet espace, beaucoup d'insectes aussi qui vont voler, grimper le long des arbres et cetera et la nuit, cet endroit va rester, quand il a fait chaud, assez chaud, puisque du coup la pierre, de l'église va pouvoir, émettre de la chaleur, le parking émettre de la chaleur également. Les différentes, les différents espaces, avec de la pierre vont également émettre de la chaleur la nuit et vont attirer d'autres espèces d'insectes, comme les papillons de nuit par exemple. Et donc
Même la nuit, des insectes vont pouvoir comme ça circuler sur le cimetière et vont pouvoir attirer d'autres espèces qui se nourrissent la nuit, comme les chauves-souris, comme les hiboux aussi. On a vu le hibou moyen-duc, le seul endroit où on l'a vu d'ailleurs, c'était sur le cimetière. Il était perché sur un des arbres. Ils vont comme ça pouvoir se nourrir de petits mammifères qui se baladent la nuit, de petits oiseaux, j'allais dire, de petits insectes, pardon, qui volent aussi la nuit et on va comme ça pouvoir retrouver le hibou moyen-duc et la nuit, on a vu plusieurs fois circuler autour de l'église justement. Hem, il y a un endroit qui est éclairé justement, par un spot et qui attire beaucoup d'insectes et cet endroit-là est très, très utilisé, hem, par les chauves-souris. On a vu la pipistrelle de Nathusus qui est une espèce, comme je vous l'ai montré, très protégée en France, très suivie et qui bénéficie d'un plan d'action, en France et elle a été vue à plusieurs endroits, en colonie d'ailleurs, à 2-3 individus qui s'amusent à tourner autour de l'église pour se nourrir, de différents insectes. On a aussi le château d'eau, donc le château d'eau qui est situé tout au nord, de Pierrego. Au pied du château d'eau, en fait, on a beaucoup de zones en friche, un peu comme sur la photo avec des endroits où il y a des buissons, des endroits où il y a des hautes herbes. Juste derrière, on a un petit endroit où il y a une prairie de fauche et donc comme je vous l'ai dit, prairie de fauche, qui est très intéressant pour la biodiversité. Donc on a plusieurs petits milieux comme ça à cet endroit-là, entouré de champs pour autant, mais à cet endroit très varié et qui va attirer beaucoup d'insectes différents, des rapaces. On a vu beaucoup de faucons tourner autour, des busards également. On a vu passer des chevreuils et des lapins dans ces zones, donc il est un endroit très, très intéressant. On a la prairie de fauche au nord, donc je vous ai montré la photo juste avant. Donc prairie de fauche, donc divers milieux pareil, avec différents insectes et en fait, sur la photo, juste derrière, la ligne, d'arbres, on a un sentier qui passe et au pied de cette lignée d'arbres, on a un espace un peu en friche, un peu d'herbes hautes qui se développent et à cet endroit-là, justement, on a vu ce qu'on le pardon, l'espèce, de plante, très exceptionnelle en Picardie qui est la géranium des bois. Donc on l'a vu à cet endroit-là, à plusieurs endroits le long de ce couloir. Donc c'est un endroit qui est très intéressant et qui mériterait une attention, particulière, ne serait-ce que pour cette espèce, pour le coup, qui est, exceptionnelle en Picardie. Il y a un autre point aussi qui est le point d'eau, situé, un peu à l'est, de la ville de Pierrego, donc juste à la sortie quasiment. On a un point d'eau qui est assez peu souvent en eau, en fait, durant l'année puisque plus après la sortie de l'été, en général, s'il a fait très, très chaud, l'eau est très, très basse, voire quasiment absente. Et comme on le voit sur la photo, en fait, c'est un espace qui a été creusé avec des buttes, en terre tout autour et le problème principal de ce milieu-là, c'est qu'il y a un déversement, d'eau pluviale. Donc l'eau quand enfin, une fois qu'il pleut, l'eau qui est présente sur la route va couler et va se déverser, avec un tuyau dans cet endroit et donc va comme ça polluer un peu le milieu puisque du coup, toute la pollution liée aux voitures va, pouvoir être, mélangée à l'eau lorsqu'il pleut et va pouvoir, se déverser dans ce point d'eau. Donc c'est un peu dommage puisque du coup, c'est le seul point d'eau en fait qui est présent sur Pierrego et donc ce serait très intéressant en fait de pouvoir le restaurer un petit peu. Donc on verra après les préconisations, des différents endroits, de Pierrego qu'on a mis en évidence, mais pour le point d'eau en tout cas, on a mis quelques préconisations puisque du coup, ce sera un endroit qui pour le coup, ce serait un pôle énorme de biodiversité puisque on a pour nous en tout cas sur les différentes, communes sur lesquelles on est intervenu, à chaque fois qu'il y avait une mare, à chaque fois qu'il y avait une rivière ou même, ne serait-ce que des petits étangs de pisciculture, donc des endroits qui sont exclusivement quasiment, dédiés à la pêche. On avait énormément d'espèces, végétales différentes et énormément d'animaux aussi. On va pouvoir retrouver beaucoup de libellules, de crapauds, de tritons et cetera et donc c'est toujours un endroit qui est intéressant à mettre en valeur, dans une commune puisque ça attire beaucoup d'espèces, autres qu'on n'a pas pu observer. Pour le coup, même si on venait tous les ans, sur ce point d'eau à différents endroits, enfin différents moments de l'année, on n'a jamais observé par exemple de libellules ou de crapauds, de grenouilles et cetera puisque du coup l'eau était im je pense impropre, justement pour ces espèces-là et les pentes un petit peu trop raides parce que les amphibiens, si jamais ils tombent dedans, en général, si les pentes sont trop raides, ils peuvent pas remonter et ressortir. Donc c'est vraiment un endroit très intéressant qu'on peut mettre en valeur. Il y a également un petit point qui sera, abordé plus en détail dans le bilan communal qu'on rédige en parallèle, donc qui va détailler, de façon bien plus, précise, tout ce que j'ai abordé là. Mais en gros, si vous voulez, en France, on a ce qu'on appelle la politique de la trame verte et bleue.
C'est une politique en faveur de la biodiversité aussi et qui était mis en place pour justement, favoriser la circulation des différentes espèces animales en France, par rapport au développement, de l'aménagement. Donc vous allez avoir en France des habitats naturels, des boisements, des prairies qui vont être de plus en plus coupés en 2 ou en plusieurs morceaux. S'il y a des routes qui y passent, s'il y a des bâtiments qui se construisent et cetera et on va avoir comme ça des petits morceaux au final qui vont, rester à différents endroits, du territoire français et qui ne seront plus très favorables à la biodiversité. Puisque du coup avant ces constructions-là, c'était des entités entières, des gros espaces boisés, des gros espaces, de culture et cetera et donc le fait de fragmenter un peu ce milieu a conduit à mettre en place justement cette politique de trame verte et bleue, qui est du coup un outil national qui permet d'allier la préservation de la biodiversité et l'aménagement du territoire. C'est essayer de concilier les 2 pour préserver un maximum la biodiversité tout en permettant de continuer de construire des routes, des aménagements, des bâtiments et cetera et donc la TVB, va pouvoir identifier comme ça en France et même, au niveau de la Picardie, des réseaux de continuité écologique terrestre, donc ce qu'on appelle les trames vertes, donc tout ce qui va être boisement, prairies, tout ce qui est des espaces végétalisés en fait. Tous les endroits où il y aura des espèces de plantes, ce seront potentiellement des continuités écologiques terrestres et on va aussi avoir des continuités aquatiques, donc ce qu'on appelle les trames bleues et pour le coup, ce sont essentiellement les rivières. Puisqu'il faut savoir aussi que, beaucoup d'espèces de poissons, par exemple, ont besoin pour se reproduire, pour se nourrir, de circuler comme ça en France dans les différentes rivières, on pouvoir remonter les courants, pouvoir ressortir dans les mers, les océans et cetera et donc si on met en place des barrages tout au long de ces rivières, si on met en place, différents aménagements comme ça qui vont couper, les rivières en 2, ça va être des problèmes justement pour ces espèces-là de se déplacer. Pour leur déplacement, ça va être, très, très problématique et donc justement, la TVB va pouvoir identifier et trouver des solutions, à ces différents espaces pour pouvoir, concilier les 2 et éviter la fragmentation du coup des espaces naturels. Et les 2 grands, outils de cette, TVB, ce sont les réservoirs de biodiversité et ce qu'on appelle les corridors écologiques. Donc les corridors en anglais, ça veut dire couloir. Donc pour visualiser, si vous voulez, ce sont des grands traits, d'espèces, arborées souvent, donc d'espèces d'arbres qui vont pouvoir faire des couloirs comme ça entre différents réservoirs de biodiversité. Et les réservoirs de biodiversité, ce sont des grands espaces naturels où l'on a observé beaucoup d'espèces différentes. Typiquement, en Picardie, le réservoir de biodiversité qui est très peu représenté, ce sont les forêts. On a la grosse forêt de Crécy qui est la limite, du territoire et qui, est gérée, pour justement la culture du bois, mais qui est un réservoir de biodiversité tout de même, puisque sur cet espace-là, on a énormément d'espèces qui adorent les bois et les espaces justement avec des arbres et qui permettent, de se développer dedans, de se reproduire, de s'alimenter et si cet espace-là venait à disparaître, bah, ces espèces-là viendraient à disparaître également et donc on a comme ça en France et en Picardie différents endroits où on a des réservoirs de biodiversité, des corridors qui permettent justement de relier ces différents habitats de façon très simple et très facile pour les espèces. Donc si on a une autoroute qui passe entre 2 forêts par exemple, eh bien un type de corridor écologique qu'on peut mettre en place, ce sont les passages à faune. Donc vous avez peut-être certainement dû en voir en vous déplaçant, en France, des petits ponts au-dessus des autoroutes qui justement sont des espaces, avec de l'herbe, parfois des arbres et qui sont justement des corridors écologiques puisqu'ils permettent de faire passer les animaux d'un côté à l'autre de l'autoroute sans se faire écraser et donc on a comme ça, pour les crapauds également, ce qu'on appelle des crapauducs, donc des crapauds qui viennent, traverser la route pour rejoindre, une mare, de l'autre côté, vont, pour le coup se faire écraser s'ils restent sur la route et donc c'est, un endroit, très problématique au niveau de l'écologie et donc on peut mettre en place des crapauducs, donc on creuse un tunnel sous la route et les crapauds vont comme ça pouvoir se déplacer sous la route d'un endroit à l'autre sans problème et on va pouvoir comme ça concilier, la route et l'écologie, environnante. Et donc sur Pierrego, en fait, la politique trame verte et bleue, à notre connaissance en tout cas, n'est pas du tout identifiée. Ce qui fait que le seul endroit le plus proche où on va pouvoir retrouver des réservoirs de biodiversité ou des corridors, c'est la commune de Beaucourt-sur-la-Lue, qui est vraiment à quelques kilomètres de Pierrego, pardon, et qui, est du coup beaucoup trop loin pour que la commune soit concernée. En tout cas, sur la commune, il n'y a pas de réservoir de biodiversité.
identifiés et par contre, nous, on peut quand même préconiser des endroits, très local où justement on pourrait avoir des réservoirs de biodiversité potentiels. Et donc principalement, ce seraient les milieux naturels qui sont boisés, donc les petits îlots d'arbres et de végétation qui sont localisés à proximité de la ville, sur lesquels on a retrouvé beaucoup d'espèces différentes, végétales et animales, et qui sont pour le coup très intéressants. Et donc s'il y avait, une pseudo-politique à mettre en place, sur, la commune de Pierrego, en tout cas les endroits qu'on a identifiés comme ça, sur la commune seraient, très intéressants à mettre en avant. On a également des corridors potentiels, biologiques sur Pierrego, donc qui sont pour le coup avérés puisque nous on a vu, des espèces de chauves-souris, on a vu des espèces, animales comme les chevreuils, on a vu, des oiseaux beaucoup se déplacer le long de ces corridors. Donc ce sont principalement les haies dont je parlais juste avant, les haies d'arbres et de buissons qui sont très importantes, pour les animaux, de façon très locale et qui leur permettent comme ça de se déplacer de façon très simple, à l'abri justement des voitures, à l'abri, de la présence humaine et cetera. Et pour les oiseaux, les insectes et les chauves-souris, les insectes volants principalement, oiseaux et chauves-souris, c'est très, très important pour se déplacer et éventuellement pour servir d'abri aussi, donc des endroits où ils vont pouvoir, se reproduire, rester à l'année, à l'abri et pouvoir, survivre. Donc c'est tous ces endroits où l'on va retrouver des haies sur les communes de Pierrego, que ce soit à la proximité, de la ville principalement ou au bord des champs plus au nord. Ce sont des endroits qui sont vraiment à privilégier en termes de conservation, puisque ce sont des endroits où les chauves-souris viennent chasser très régulièrement par exemple et c'est très, très intéressant. Donc au niveau des préconisations, donc il y a un petit bug sur la diapo, vous avez la fin de la diapo avant, c'est pas grave. On préconise de conserver les espaces végétalisés de la commune, donc les îlots boisés dont je parlais qui seraient potentiellement des réservoirs de biodiversité très locales. Les pâtures, donc les endroits, où l'on a vu pas mal d'espèces, présentes. Les prairies fauchées également, donc comme je le disais avec les différentes structures végétales qui permettent d'attirer beaucoup d'espèces animales. On a les haies et on a les espaces verts en général. Donc même si on n'a pas pu, prospecter tous les jardins domestiques de Pierrego, on sait que ce sont des espaces qui sont en général, bien entretenus et les peu de jardins qu'on a pu visiter pour poser des boîtiers de chauves-souris sur chez différents habitants, on a vu qu'en général, les gens aiment beaucoup les investir en termes, d'arbres, en termes de buissons, en termes de fleurs et cetera. Donc ce sont des endroits qui, attirent a priori beaucoup les insectes, ne serait-ce que les insectes et donc les oiseaux et les chauves-souris qui viennent s'en nourrir également. Donc ce sont toujours des endroits qui sont intéressants à préserver et à améliorer, en tout cas. Et donc pour améliorer justement la qualité de ces milieux en général, on préconiserait, comme de partout et comme les politiques environnementales en général, de limiter la pollution des sols par les produits chimiques. Donc que ce soit au niveau des champs de culture ou dans les jardins domestiques ou les espaces verts, de la commune. Éviter au maximum les produits chimiques puisque du coup ça nuit même si ça permet de sélectionner certaines espèces de plantes, donc de détruire ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Ça ne détruit pas que les mauvaises herbes au final, puisque du coup, ça impacte également tous les insectes qui sont autour et on a vu sur différentes études récemment que ne serait-ce que les abeilles domestiques, souffrent beaucoup, beaucoup, beaucoup des produits chimiques qui sont déversés dans les champs, puisque justement comme elles viennent butiner, les différentes plantes présentes, elles vont ingérer ces produits chimiques et donc avoir quelques soucis par la suite. On préconise également de replanter des haies le long des chemins et des champs, parce que du coup, il y a une partie, aux abords de la ville où il y a beaucoup de haies qui sont localisées, mais plus on va avancer dans le territoire de la commune, moins elles sont présentes, en fait. Donc on préconiserait du coup de replanter des haies le long des chemins et des champs, dans la mesure du possible et de façon que ce soit pas contraignante non plus, hein. Le but c'est pas de contraindre les gens ou les activités, mais du moment que c'est possible, autant le faire. Ça ne ferait que, valoriser ce qui est présent et ça permettrait également de faciliter la circulation des différentes espèces animales, sur la commune. On préconise également de poursuivre la sensibilisation à l'environnement. Donc les gens qu'on a pu rencontrer, que ce soit le maire, les élus ou les différents habitants qui nous ont ouvert les portes, en général, ils sont assez, réceptifs sur, l'environnement, ce qui est très, très, appréciable puisque du coup, ils nous posent des questions très souvent, ils nous demandent ce qu'on fait, ils nous demandent ce qu'on a trouvé, ils nous font part justement des espèces qui sont présentes dans leur jardin, des espèces qu'ils ont vues, chez eux, dans leur grenier et cetera et du coup, ça nous permet comme ça de discuter de différentes choses, de casser un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur certaines espèces et justement de montrer, tout le bénéfice qu'on peut
on peut en avoir en tout cas, chez soi et sur la commune en général. Donc comme ça, pouvoir continuer à sensibiliser à l'environnement, c'est toujours un bon point, puisque ça permet justement d'acquérir quelques, enfin de casser des idées reçues essentiellement et aussi de pouvoir, acquérir les bons gestes, au quotidien pour pouvoir, favoriser et protéger en tout cas la biodiversité qu'on a, près de chez soi. Et donc aussi, deuxième point, favoriser l'accueil de la biodiversité, donc en replantant des haies et cetera, en faisant en sorte de, promouvoir et de, protéger les espaces verts, ça en fait partie. Mais on peut également imaginer d'autres choses. Par exemple, installer un hôtel à insectes sur la commune de Pierrego, on peut installer des, nichoirs à chauves-souris, des nichoirs à oiseaux et cetera pour pouvoir justement, augmenter les nombres, d'abris qu'ils peuvent avoir sur la commune et il y a un petit intérêt pédagogique aussi puisque du coup on peut, au cours de balades se observer, passer quelques minutes à observer justement les allers-retours des oiseaux au printemps, dans ces nichoirs en train de nourrir, les petits oiseaux qui viennent d'éclore et cetera. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent être, vues, enfin qui peuvent être pédagogiques, ludiques et qui peuvent en même temps favoriser, la préservation de la biodiversité sur la commune. Un autre point aussi, c'est lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Donc on a vu que sur Pirgot, elles sont pas très nombreuses, elles sont pas très, pour l'instant, très réparties, enfin très, comment? Elles se répartissent pas beaucoup sur la commune, mais c'est toujours intéressant de les surveiller et de pouvoir lutter, assez régulièrement. Donc surtout et essentiellement contre la grenouille du Japon, puisque du coup cette espèce-là, principalement, va pouvoir se reproduire très rapidement et à différents endroits et c'est très compliqué. Donc au plus tôt elle est gérée, au mieux c'est. Donc ça permet également donc de préserver la biodiversité puisqu'on a vu que si elles se développent justement, elles permettent, à moins d'espèces végétales et à moins d'espèces animales de pouvoir, se reproduire. Et donc une partie de ces consignes-là, en tout cas, sont repris dans ce qu'on appelle des plans de gestion différenciés. Donc c'est pareil, c'est un outil qui a été, reconnu et mis en place, par le ministère de l'écologie, donc c'est assez protocolaire. En gros, c'est un gros document qui est, établi par un bureau d'études ou une association et qui permet de dire, de répertorier tous les espaces naturels, enfin tous les espaces verts, pardon, présents sur la commune, de dire à tels endroits, ce serait bien de planter telle chose, pour faire en fait des espaces verts, un endroit, joli visuellement et qui permettent aussi de pouvoir, mettre en place des espèces sauvages. Donc, faire en sorte de gérer ces espaces verts-là pour attirer un maximum de biodiversité, que ce soit joli et que ce soit pas contraignant non plus à entretenir. Donc, c'est un gros document qui répertorie tout ça et qui met en place justement des, consignes à l'année en disant: «À telle période, ce serait bien de gérer tel site en faisant, telle fauche et cetera, de replanter telles espèces à cet endroit-là et d'entretenir avec différentes consignes les différentes espèces végétales qui ont été mises en place». Et donc ce plan de gestion-là, en fait, permet du coup, d'avoir, des espaces verts attirants pour la biodiversité, qui n'utilisent pas de produits chimiques, mais d'autres techniques, manuelles peu contraignantes pour les entretiens et qui permettent comme ça de valoriser des espaces verts, communaux, sur toute la commune. Et donc dernier point dont j'avais quelque peu évoqué, restaurer le point d'eau de la commune, donc la mare qui a été creusée, donc le but ce serait de trouver autre chose que le déversement des eaux de pluie. Pour alimenter en tout cas ou pour, contourner ce déversement, pour éviter que ça tombe justement dans cette mare-là, mais plutôt ailleurs à la limite. Adoucir éventuellement la pente d'une partie des berges pour pouvoir justement une fois que l'eau sera de bonne qualité, pouvoir attirer les amphibiens, donc grenouilles, tritons, crapauds et ouvrir un petit peu plus, la mare, pour la lumière puisque du coup c'est une mare en fait qui est, entourée de ronces, de beaucoup, beaucoup d'espèces comme ça, qui vont coloniser les buttes, en fait, les différentes pentes et qui sont très peu accessibles, en fait. Et donc on a aussi beaucoup d'arbres, qui surplombent, donc qui vont couvrir, l'ensemble de la mare sur le dessus et qui vont faire, en fait, d'une mare, assez peu éclairée et donc le fait de l'ouvrir permettrait déjà d'apporter un peu plus de chaleur à l'eau et également de pouvoir, permettre à d'autres espèces végétales de se développer justement sur ces berges. Parce que du coup, comme il y a pas d'ombre, en fait, c'est quasiment que de la terre, une fois qu'on est, dans la mare. C'est pas très propice au développement, de la biodiversité. Et donc pour finir, on a plusieurs documents, qui vont être mis à disposition. Alors, courant du mois de mars, dès qu'on aura fini les bilans communaux, que j'aurai trouvé un créneau pour passer à la mairie justement, déposer tout ça, je viendrai déposer ce qu'on a fait à côté, donc les bilans communaux.
Pour le coup, c'est un gros document d'une soixantaine de pages et qui vont, répertorier toutes les actions qui ont été mises en place sur la commune. Donc reprendre en fait en détail tout ce que j'ai évoqué. Donc vous allez avoir la liste complète des espèces qui ont été présentes, plus d'espèces présentées, vous allez avoir plus de détails sur les explications, ce qui a été fait, comment ça a été fait, et cetera. Et donc ça compile en fait les 3 années d'études, dans ce document. Donc le but de ces bilans communaux, c'est, justement d'être public, donc accessible à tout le monde. Donc nous, en fait, si on aurait pu faire cette réunion en physique, on aurait pu accueillir peut-être une vingtaine, trentaine de personnes, tout dépend. Mais en gros, à la commune, je dirais déposer une vingtaine ou une trentaine de bilans communaux, au format papier. Donc après libre, ce sera libre d'accès à tout le monde, donc toutes les personnes qui souhaiteraient avoir un format papier de ce bilan-là pourront venir en mairie pour en récupérer un. Heu, Également des plaquettes bilan, donc qui auraient dû être distribuées, lors de cette réunion. En gros, c'est une sorte de petit poster, où on récapitule, ce qui a été fait, les espèces qui ont été présentes, un peu comme j'ai fait sur la diapo. Donc pour pouvoir avoir une trace, si quelqu'un veut s'informer de ce qui a été fait, avoir quelques chiffres clés du projet, vont pouvoir justement sur cette plaquette les retrouver. Avoir nos coordonnées également, notre site internet et puis, tout ce qu'un habitant, aurait besoin, en tout cas comme renseignement et comme information, à ce sujet-là. Donc pareil, ça, il y aura à peu près une trentaine de plaquettes qui seront déposées en mairie et donc libres d'accès, pour les habitants. On aura également, un document de présentation des hôtels à insectes, en remplacement de l'animation. Donc comme je vous l'ai dit, on n'a pas pu, mettre en place, d'animation avec les conditions sanitaires, la météo qui était défavorable et puis, la contrainte, enfin, qui ont été de plus en plus fortes, pour le regroupement des personnes et les consignes et cetera. Donc, c'était très compliqué et donc on a préféré en fait, annuler et la commune de Perregaux n'est pas la seule concernée. Il y a aussi la commune de Vignacourt et de Domémont qui n'ont pas pu avoir, d'animation sur leur commune et pour le coup, en remplacement, on a fait, vous avez l'image à côté, un document, en 4 pages sur l'hôtel à insectes. Donc, présenter ce que c'est que l'hôtel à insectes, à quoi ça sert, comment le construire de façon très simple et très ludique et donner toutes les informations relatives à ça, justement. Donc c'était, en réponse à l'animation, si on imaginait en fait, une animation autour de l'hôtel à insectes, sur la commune de Beaucourt-sur-la-Lue, par exemple, on a fait une animation, on a pu en faire une, justement avant les contraintes sanitaires. Sur l'hôtel à insectes, on a construit un hôtel à insectes avec les habitants et donc du coup, on a pu répondre aux questions, de différentes personnes. On a pu les renseigner sur, les différents matériaux, à quoi ils servent et cetera, pour quel insecte, à quoi ça sert, comment le placer et cetera et donc on a imaginé, en fait, tout ce qu'on aurait pu se dire lors d'une animation sur ce thème-là, on l'a compilé dans ce document-là et donc il est assez, assez précis, sur les informations qui sont présentes, justement pour pouvoir être accessible à tout le monde et répondre justement à toutes les questions éventuelles que quelqu'un pourrait se poser sur l'utilité d'un hôtel à insectes et donc voilà, comme ça chacun, s'ils veulent, peuvent après nous contacter s'ils veulent des précisions ou autres ou justement, si un été, vous êtes chez vous, vous vous ennuyez un petit peu, vous voulez construire un hôtel à insectes, vous verrez, c'est assez simple, il faut 4 planches, quelques matériaux et après vous le mettez à un endroit de votre jardin et vous allez pouvoir comme ça observer la biodiversité se développer autour, des petites abeilles, venir coloniser les différentes, tiges à moelle et cetera, faire leur nid, c'est toujours très intéressant et ça permet justement de valoriser la biodiversité, de façon locale. Donc pareil, ça, il y aura à peu près une trentaine, de plaquettes qui vont être déposées en mairie et qui seront, disponibles pour tout le monde. Et donc ensuite, pour tous ceux qui n'auront pas pu ou qui ne souhaitent pas, avoir un format papier et qui souhaitent, pouvoir consulter de façon ponctuelle, ces différents documents, sachez que sur notre site internet, donc si vous voulez noter, cpe80.com, dans la rubrique Nos actions, nos conseils environnementaux, vous allez retrouver, une page dédiée à l'APC. Donc vous allez voir, hein, une page marquée APC et dessus, vous allez avoir toutes les informations relatives à l'APC. Donc vous allez avoir, toutes les communes qui ont participé avec, leur localisation, vous allez avoir tous les bilans communaux, donc de Pierrego et de l'ensemble des 6 autres communes disponibles en téléchargement sur notre site. Vous allez également avoir les plaquettes bilan en format numérique, les documents de présentation d'hôtels à insectes en format numérique. Vous allez aussi avoir les kakémonos. Ce sont de gros panneaux qu'on avait créés
justement pour les animations, donc ce sont des panneaux justement informatifs qui regroupent aussi beaucoup d'espèces animales et végétales présentes, en photo dessus, donc ça permettait d'échanger autour, du programme avec les habitants. Donc ce sont des grands panneaux qui n'ont pour le coup pas pu être vus, du côté de Pirgo, faute de pas avoir pu, faire l'animation. En tout cas, elles seront disponibles, en format numérique. Vous allez également avoir les flyers de sensibilisation qui ont été édités tout au long des 3 ans d'études et distribués, un peu de partout, sur la commune. Et vous avez donc, comme je disais, la liste des documents, relatifs aux autres communes qui ont participé au programme. Et également, si vous voulez noter, chez vous, sur un petit bout de papier, pour aller plus loin, vous avez quelques applications téléphone qui sont assez intéressantes et gratuites pour le coup et qui permettent d'identifier les oiseaux, par exemple. L'application BirdNet, permet d'enregistrer en fait, en direct les sons d'oiseaux qu'on entend autour de nous, dans une forêt, à côté d'un buisson, par exemple. Et l'application va pouvoir, avec beaucoup de précision en général, elle se trompe assez peu souvent, si le son est de bonne qualité, va pouvoir identifier l'oiseau. Et donc c'est assez sympa pour pouvoir, apprendre à reconnaître quelques espèces qu'on entend toujours dans notre jardin sans savoir ce que c'est, par exemple. Hop, on branche l'application, on l'allume, on enregistre le son et en quelques secondes, on peut savoir, quelle espèce est en train de chanter, à côté de chez nous. Vous allez avoir pour les plantes l'application PlanteNet, qui permet, de prendre en photo, des feuilles de plantes, des fleurs également, différentes, parties comme ça de différentes plantes et permettre, d'identifier, ce que c'est. Donc l'application va pouvoir vous orienter sur, quelques espèces ou parfois quelques groupes d'espèces, va pouvoir des fois vous demander quelques précisions sur comment est la plante, comment est la fleur et cetera, de quelle couleur et cetera et va pouvoir avec une photo et quelques indications vous donner, le nom de la plante. Pareil, cette application est née il y a quelques années et est de plus en plus précise et très justement utilisée par les, gens qui souhaitent se former sur la botanique. Donc une application très intéressante aussi. Vous avez également ce qu'on appelle les sciences participatives, avec le site, viginature.fr. Viginature.fr, en fait, c'est un site qui a été fait par le Muséum d'histoire naturelle et qui permet, de mettre en place chez soi, dans notre jardin ou lors de balades, des petites méthodes ou des petits protocoles très simples, pour pouvoir, identifier et inventorier des oiseaux, des papillons, des mollusques, donc limaces, escargots et cetera. Également des papillons chez soi, de façon très simple. Donc vous vous rendez sur ce site-là, viginature.fr et vous allez avoir plusieurs rubriques, en fait, pour pouvoir, soit s'intéresser aux oiseaux, aux insectes, aux mollusques, aux amphibiens également et vous allez pouvoir mettre en place comme ça chez vous, si vous le souhaitez ou lors de balades, des petites infos très simples, des petites méthodes pour pouvoir, s'intéresser, aux animaux qui nous entourent. Et donc en général, les sciences participatives, notamment sur ce site-là Viginature est, très, très utilisé justement par les écoles, puisque ça permet aux petits, de pouvoir, s'intéresser très facilement, à la biodiversité qui entoure, l'école ou, une commune en général. Donc c'est vraiment très sympa et très bien fait pour le coup, avec beaucoup d'informations pour pouvoir identifier les espèces qu'on a trouvées. Et comme je l'avais évoqué également, on a les bases de données participatives. Donc ces bases de données-là, ClickNat et Digital2. Si vous tapez ça sur Google, vous allez tout de suite tomber sur leur site. ClickNat, en fait, c'est une base de données, c'est la seule du coup base de données régionale, donc en Picardie, qui répertorie l'ensemble des animaux qui sont présents sur la région. Et donc, ClickNat est géré par l'association Somme Nature, pardon, Somme Nature, c'est nous, par l'association, pardon, Picardie Nature, qui est, une grosse association présente sur Amiens également et qui, est très, très connue au niveau, de la région, globalement, qui gère cette base de données. Et justement, n'importe quelle personne, en fait, qui observe un animal, chez soi lors d'une balade ou peu importe, du moment que cette observation est faite sur, la région, u cette personne-là peut aller sur ce site-là, s'enregistrer et pouvoir très simplement indiquer à quel endroit elle a vu quelle espèce. Et de la même façon que nous, on a fait sur ces 3 ans-là, une personne lambda peut comme ça, enrichir la base de données avec quelques observations, faites à droite et à gauche au cours de l'année et c'est toujours très intéressant parce que les naturalistes, en général comme nous, on travaille sur plusieurs études et on n'est jamais très souvent au même endroit et quand on l'est, c'est comme ici sur Pirgo, on est 7 jours par an, ce qui n'est pas énorme
et donc on compte énormément beaucoup sur la participation des habitants puisque pour le coup, ce sont des personnes qui sont là toute l'année et qui connaissent très souvent mieux que nous, la biodiversité qui entoure, leur maison ou qui est présente sur leur territoire. Donc c'est pour ça qu'on incite toujours les gens à, noter, sur ces sites-là, les espèces qui ont été, trouvées. Donc ClickNat pour les animaux et Digital2 c'est pour, toutes les espèces de plantes. Voilà et pareil sur ces sites-là, si vous avez des doutes, il y a toujours des petits liens, pour vous aider à identifier, telle ou telle espèce ou des contacts en tout cas, si vous avez des photos à envoyer pour avoir plus de précision. Et donc on tient à remercier, l'ensemble des personnes, présentes aujourd'hui déjà et aussi, à la mairie de Pierrego puisque du coup, si la mairie de Pierrego n'avait jamais accepté, de faire cet atlas n'aurait jamais vu le jour et pour le coup, on a énormément de choses qui ont été découvertes et très honnêtement pour nous, c'est, très, très gratifiant parce que, ça nous permet de nous dire: «Au moins sur cette commune-là, on a fait du travail et des espèces ont été trouvées, même des espèces en danger critique d'extinction» et si jamais ça n'avait pas été fait et que par malchance, des espaces auraient été rasés ou autres, ça aurait été très dommage d'être passé à côté et d'avoir pu, comme ça, détruire une espèce, protégée. Donc, un grand merci à la mairie de Perregaux pour avoir mis en place cet atlas et également merci aux habitants, qui nous ont ouvert leurs portes, de leur jardin pour poser des boîtiers, pour faire des inventaires dans leur jardin ou ne serait-ce que pour nous avoir transmis des données, naturalistes. On a eu beaucoup de données qui ont été remontées au cours des 3 années et c'était essentiellement des données, liées aux habitants. Donc, merci également à eux, puisque pour le coup, ils nous ont permis d'enrichir énormément notre base de données et permettre, notamment, de trouver des espèces comme le grand murin qui a été vu qu'une seule fois sur la commune et pour le coup sur, sur un jardin, privé. Donc si on n'avait pas pu poser ce boîtier-là, à cet endroit-là, pendant 2 nuits, on n'aurait jamais pu trouver cette espèce sur cette commune et pour le coup, le grand murin, même si c'est pas une espèce qui est, exceptionnelle, c'est une espèce qui est protégée et très rare et assez rare en Picardie, on ne le croise pas tout le temps. Donc, voilà, un grand merci à toutes ces personnes et merci d'être venus. Donc, maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur certains points, surtout n'hésitez pas, que ce soit par écrit, dans la discussion ou alors, à l'oral, hein. Vous allumez votre micro et puis on peut échanger, ensemble. Bah, moi, je voudrais vous remercier aussi pour le travail considérable que vous avez fait sur la commune, hein, parce que ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'assez volumineux en Oui, oui, termes ça l'est. en termes de nombre d'espèces. C'est bientôt fini. Chut. Et ouais, ouais, c'est vraiment un super boulot, quoi, qui va peut-être aussi effectivement, nous aider peut-être à modifier un petit peu notre politique environnementale, on va dire, et puis aussi peut-être à protéger certaines zones, essayer de tenter de protéger plus certaines zones. Oui, c'est sûr. Après, c'est de toute façon, quand on se verra, Ouais, en mairie, quand je passerai à déposer, de toute façon, c'est sûr, le programme et puis même nous, on l'avait dit plusieurs fois à certaines mairies qu'on sera aussi là pendant plusieurs années s'il y avait des questions, relatifs à ce qu'on a fait sur la commune, s'il y a des questions justement, pour orienter certains travaux, justement pour préserver certains endroits. Nous, on a des contacts, on sait vers qui on peut orienter les personnes et s'il y a des choses qu'on peut faire nous, évidemment, enfin, appelez-nous, envoyez-nous un mail et puis, on essaiera de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour, faire des travaux sur la commune, pour certains habitats et cetera. ouais, il y a Donc, aussi la partie aussi espèces envahissantes, oui, où là, on nous aura certainement d'aide pour savoir les meilleures méthodes pour pouvoir s'en débarrasser ou du moins pouvoir diminuer l'extension oui, rapide de ces espèces. Et puis après, le troisième point aussi, c'est le point d'eau, là, quand vous marquez. En fait, ce point d'eau est créé par l'apport de la route, en fait, uniquement. Euh, ouais, donc, c'est ça. Mmh. si on arrête de lui apporter de l'eau par la route, entre guillemets, il va pas subsister, je pense.
Alors du coup, nous on a plusieurs, on travaille aussi sur les mares et les zones humides en général Ouais. et donc on avait participé aussi avec certaines communes. Alors moi personnellement non, mais d'autres collègues, le CPE a été beaucoup actif sur, la mise en place, de restauration de mares, de création de mares et cetera dans les communes et dans les jardins privés Mmh. et donc du coup, une des techniques justement pour pouvoir mettre en place une mare et que l'eau puisse rester, c'est de creuser un petit peu, plus profondément la mare, Mmh. de mettre une couche d'argile, Ouais. un matériau très naturel et qui perdure dans le temps, très facilement et qui pour le coup permet de retenir l'eau. Donc l'eau, on va pouvoir soit l'apporter de façon, enfin au tout début en mettant de l'eau, volontairement dedans, soit en attendant qu'elle se remplisse petit à petit avec, les pluies. Mmh. Et donc après une fois que l'eau elle est présente, elle reste en général, elle peut pas s'écouler en profondeur, donc ça reste un milieu qui pourra après perdurer dans le temps. Ouais. Parce que là, c'est toute l'eau de la départementale qui arrive, Ouais, dans ce coin-là, quoi. c'est pour ça, ouais. Et, Mmh, je sais même pas si le terrain appartient au département ou à la commune, ça je sais pas non plus. d'accord. OK. En tout cas, si vous voulez un jour, Ouais, ouais, mettre en bien sûr. place ça, Mmh. ce sera avec plaisir. Et au niveau de la carte que vous avez présentée tout au début, Oui, vous avez plus de détails ou, vous savez, avec les carrés 100 mètres par 100 mètres, oui. ça, vous l'avez vraiment en plus détaillé ou, Alors du coup, ce sera on plus avait du détaillé dans mal le bilan. à se rendre compte, en fait, de, quelles étaient vraiment les zones intéressantes, etc. Oui, alors du coup, j'ai détaillé un petit peu plus en détail dans le Dans le le dernier le document, rapport, en fait d'accord, ouais. et du coup, j'ai mis en place aussi pareil des petits endroits, à mettre en évidence. Donc les endroits que je vous ai présentés, Mmh. les 4 endroits, prioritaires de la commune, donc ça fait partie des endroits justement où les carrés étaient assez essentiellement rouges. D'accord. OK. Donc voilà, après il y en a d'autres, mais on pourra regarder ça plus en détail, ce OK. sera en tout cas plus en détail dans le rapport. D'accord. Super. Voilà. Et pour les espèces exotiques envahissantes, il Mmh. me semble que je vous en avais touché 2 mots quand on s'était vu une fois à une réunion. Mais c'est vrai qu'en parallèle de ces 3 ans d'atlas de biodiversité, on avait mis en place aussi, 3 ans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Donc Mmh. c'était un autre programme financé par le même fonds quasiment, mais qui permettait de mettre en place des chantiers, sur des communes pour lutter contre ces espèces exotiques envahissantes. Donc pour le coup, on en a mené plusieurs sur différentes communes. On va voir si ce programme-là va pouvoir être réitéré. Si c'est le Ouais, cas, ça m'intéresse. pour le coup, ce sera entièrement financé par, Mmh. l'Europe Par l'Europe, ouais. et donc dans ce cas-là, si vous êtes intéressé, on pourra mettre ça en Mmh. place et sinon, on pourra essayer de trouver d'autres moyens. Je sais qu'il y a d'autres subventions qui peuvent intervenir, pour justement lutter contre ces espèces, en particulier. Mmh. D'accord. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres points sur lesquels on pourrait discuter ou échanger? Oui, j'ai une petite question là sur Picardie Nature, parce que Oui, j'ai remonté à avoir trouvé 153, je crois, dans le premier slide avec la faune et la flore. oui, 153 espèces. Je ne sais même pas si on dit espèces. oui, c'est ça. Et quand je regarde Picardie Nature, il me montre pour les oiseaux sur Pirago 17 espèces. Est-ce que vous croisez les données ensuite pour leur Alors remonter tout ça ou pas? alors du coup, en fait, les données qui sont accessibles comme ça, par le public sur, ClickNat, ce sont des données qui sont, à jour. C'est-à-dire que nous, on s'est arrêtés pour la comptabilisation à 2017, puisque du coup, le programme a débuté en 2017 Mmh. et du coup, nous, on a accès à l'exactitude des informations qui sont présentes avant 2017 et pour le coup, il y en avait très peu du côté de la faune Ouais. et par contre après, toutes les données qu'on a récoltées sur toutes les communes, ça fait partie de nos critères d'évaluation aussi, Mmh. c'est de transmettre toutes ces données à Picardie Nature. Donc toute la partie faune va être après intégrée aux bases de données de Picardie Nature, donc sur ClickNat Mmh. et accessible à tout le monde. Et toutes les données flore vont être données à Digital 2, donc c'est le conservatoire botanique de Bayeux, je crois, qui gère ça et qui va pouvoir intégrer aussi toutes les données liées aux plantes. Mais dans tous les cas, le programme, dès qu'il est fini, là, on va mettre en place justement le bilan, tout ça, et après tout est envoyé aux différents prestataires et tout est intégré. Donc d'ici quelques mois, normalement, tout ce qu'on a vu sur Pierrego, normalement, si vous cliquez, sur Pierrego sur ce site, vous allez voir toutes les espèces qui ont été trouvées, heu, durant l'atlas. Vous avez une idée du délai? Parce que quelques mois, juste pour savoir si on voit quelque chose, mais que finalement vous l'avez déjà archivé dans votre étude, c'est peut-être pas la peine de les assommer d'informations maintenant, on peut tout attendre. Alors, du coup, de toute façon, les bases de données, participatives comme ça, plus on va participer et plus on va intégrer des données, même si elles ont déjà été vues,
ce Ouais. sera toujours intéressant. Parce qu'une espèce qui a été vue il y a 3 ans et qui n'a pas été revue d'ici là, en fait, on ne sait pas s'il est toujours présente, on ne sait pas si elle se reproduit toujours sur la commune, etc. Donc en fait, pouvoir répéter l'observation des données, c'est toujours intéressant pour les gestions des espèces. Donc même si vous avez déjà vu des espèces qu'on a vues nous dans ces mois qui viennent, que vous voulez les mettre dans la commune, mettez-les, ce sera toujours intéressant. Et de toute façon, après sur le site, quand vous cliquerez sur Piergo, juste en dessous, vous allez voir un graphique, en fait, il me semble, par année du nombre d'espèces qui ont été vues. Et donc, du moment que nos données vont être intégrées, je pense d'ici la fin de l'année, ce sera largement fait. Vous allez voir un pic en fait apparaître, et ce sera les données justement qui ont été mises en place avec l'Atlas. D'accord. Merci. Du coup, comme on est peu nombreux, c'est aussi, je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui souhaite participer. Mais si tout était clair pour tout le monde, tant mieux. Du coup, sachez que tous les documents seront présents après en mairie. Il y avait une question? Oui, mais en fait, ils sont en train de se battre, de savoir qui la pose. Donc, bien, il va pas te manger, le monsieur. Moi, en tout cas, je tenais à souligner le travail vraiment complet. Et c'est vraiment très intéressant qui a été fait. Et bon, j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir enregistré la présentation. Et je voulais savoir, Diaporama, en fait, l'ensemble du contenu, on va le retrouver dans les plaquettes disponibles en mairie ou... Oui, oui, on n'y a pas pensé, c'était pas prévu, mais oui, je vais le mettre sur le site en tout cas. Ce sera en format numérique, pareil que les autres D'accord. documents. Et je transmettrai aussi à la mairie. Donc, si après Monsieur le maire veut le distribuer à tout le monde, ce sera avec plaisir, hein. Plus le nombre de personnes seront au courant et sensibilisées sur le sujet, mieux ce sera. Donc, D'accord, c'est parfait. Et la présentation d'aujourd'hui est enregistrée, on va pouvoir la mettre en dispo sur le futur site de la commune. ok, parfait. Merci, monsieur le maire. Allez, pose ta question. Et monsieur le maire, s'il vous plaît, bonjour. Déjà, j'étais occupée, j'ai pris la réunion un peu tardivement. Et ce nouveau site, vous avez une petite idée de la date à laquelle il va rentrer en fonction? Ça a coupé, alors on n'a pas entendu au milieu la question, en fait. Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous disiez que les documents, là, les mettre, la conversation, Ouais, allait être mis en ligne sur le site de Pierre ouais. Gau. Et je me posais la question, ce site-là, ça va être actif à partir dans combien de temps à peu près? Vous avez Pour une idée? l'instant, on n'a pas encore de date, mais le lien sera aussi disponible sur le Facebook. Entendu. Donc, Voilà. aucune date, Pour l'instant, non. Bon, donc, si ça tardait un petit peu, est-ce qu'on pourrait avoir quand même, malgré tout, l'enregistrement un petit peu plus tôt? Oui, bien sûr, c'est ce que je vous ai dit, ça sera sur le Facebook. Ok, Donc après, il y aura moyen de le récupérer facilement. ok, d'accord. Oui, N'hésitez bonjour. pas, allez-y. Oui. Oui, Oui, bonjour. bonjour. Voilà. Aujourd'hui, actuellement, je m'occupe du taillage de haies dans la commune. Oui. J'aurais voulu savoir, selon vous, quelles seraient les dates idéales pour le taillage de haies? Alors, personnellement, je pourrais pas vous dire, parce que du coup, côté botanique, je m'y connais pas beaucoup. Et donc, pour les différentes essences des haies, justement, ce serait plus mon collègue qui serait plus à même de vous répondre. Mais du coup, j'en toucherai deux mots et La question, c'est plutôt pour Oui, ne pas déranger c'est ça. La la... photo. Pas C'est perturber l'habitat, en fait. C'est ça. Alors du coup, essentiellement, le taillage des haies et entretien des espaces verts en général, pour les haies particulièrement, je ne sais pas, mais il est souvent conseillé de faire ça en dehors des périodes de reproduction des espèces. Et donc c'est en général en période hivernale. Donc dès qu'il fait plus frais, en fin d'année et avant le début du printemps, s'il y a des coupes à faire, s'il y a des choses à retravailler au niveau de la végétation, c'est souvent les meilleurs moments pour le faire, puisque du coup, c'est là où justement les oiseaux sont le moins présents, puisque après, du coup, ils vont se regrouper sur ces espaces-là pour se retrouver, se reproduire et justement faire des nids. Donc, c'est souvent ces moments-là, période de l'hiver, qui est le plus avantageux, je pense, pour faire des coupes, en tout cas pour entretenir les espaces verts en général. Après, de toute façon, je demanderai à mon collègue et puis je vous ferai un petit
Parce une qu'en petite hiver, il n'y a note. pas des espèces qui hivernent ou hibernent dans les. Si, il peut y en avoir, du coup, après, ce serait à voir s'il faut faire un petit passage, voir s'il y a des espèces qui sont présentes, on le fera. Mais si on ne voit pas de présence de nid, en tout cas, s'il y a quelques oiseaux qui sont présents, du moment qu'on va faire des travaux à côté, ils vont partir et pouvoir se remettre ailleurs. Hmm. Donc, si c'est des espèces qui sont hivernantes, ils vont pouvoir retrouver d'autres habitats à proximité pour pouvoir se réfugier. Juste le temps de la coupe et de la régénération de la haie, mais faut toujours faire ça en dehors des périodes justement plus actives. Et les lieux d'hivernage pour les chauves-souris, vous avez pu les repérer ou pas sur la commune? Alors c'est un peu compliqué parce que alors nous, quand on peut en trouver, on en fait. Après justement les zones d'hivernage des chauves-souris, ça peut être dans les bâtiments, donc ça peut être chez les particuliers, dans les greniers, les caves, et cetera. Mais également dans tout ce qui est, forêt. Donc du moment qu'il y a des bois en fait et qu'il y a des trous dans certaines essences de bois, donc en général, ce sont les arbres les plus vieux qui sont les plus intéressants puisque justement des fissures vont se créer, des trous, et cetera, vont se créer avec les branches qui tombent, et cetera. Et donc les chauves-souris vont pouvoir se mettre dedans pour se reproduire l'été, vont pouvoir se mettre dedans également pour passer l'hiver. Mais ces sites-là, nous, on n'en a pas vu en tout cas. Et même si on a des potentiels, en général, pour savoir avec certitude si c'est utilisé ou non par les chauves-souris, il faut faire des investigations un peu plus poussées avec des caméras, etc. Mais en tout cas, pour le coup, on n'a pas trop mis l'accent dessus, nous, de notre côté, parce qu'on sait que Picardie Nature ont un réseau énorme de bénévoles et d'experts en chauve-souris. Et eux ont référencé en Picardie tous les sites qui sont connus. Donc, toutes les personnes qui ont remonté des espèces présentes dans leur grenier, en général, ont bénéficié d'aménagements par l'association pour espérer garder ces chauves-souris à l'abri et ne pas gêner les habitants. Et tous les gîtes qui ont été présentés sur sur la région, dans les bois, les carrières, etc., sont également référencés normalement. Et donc, eux, après, tous les ans, passent voir si c'est toujours utilisé, si c'est toujours des espèces présentes. Et du coup, il y a des suivis annuels comme ça qui sont faits sur les différents gîtes. Personnellement, j'en ai déjà participé à titre de bénévole. C'est fait de façon assez pointue et et très protocolaire. Donc, les sites qui sont présents en général sont référencés chez eux. C'est pour ça qu'on n'a pas osé non plus trop prospecter pour éviter les Donc, dérangements. si on a des sites comme ça, on peut, enfin, on les déclare sur Picardie Nature, c'est ça? C'est ça, du moment que vous voyez des endroits où des chauves-souris Et gîtent, eux, après, viendront voir un petit peu. c'est ça. Eux D'accord. vont pouvoir être intéressés pour savoir quelles espèces sont présentes Ouais. et si discuter justement avec les personnes qui sont concernées. Donc, parce que les chauves-souris en général se regroupent à plusieurs dizaines d'individus, vont pouvoir du coup faire des excréments, etc., qui vont pouvoir dommager un petit peu le sol, les murs. Ouais. Donc, en général, Picardie Nature met en place de façon simple et je crois totalement financée des petits aménagements pour justement les cloisonner, eux, et éviter que ça dérange. Ouais, parce qu'on a quelques maisons comme ça où justement on a ce problème-là de chauves-souris dans les toitures. Donc, Ouais. c'est intéressant de Et ben dans regarder. ce cas-là, envoyez un mail à Picardie Nature, passez un coup de fil et vous verrez, ils ont un réseau énorme de gens qui s'occupent de ça. Donc, n'hésitez pas. Et nous, on a beaucoup d'hirondelles en fait qui viennent au printemps chez nous et qui font Ouais. aussi beaucoup de dégâts dans pas mal de bâtiments. Donc, est-ce qu'il est D'accord. possible d'avoir une solution bis pour pas les déranger, pas complètement couper leur habitat, mais par contre, que ce soit un petit peu moins gênant pour nous, quoi. Du coup, de tête comme ça, je vous conseillerais de mettre en place des nichoirs justement pour hirondelles, justement pour pouvoir les mettre dans des endroits qui ne gênent pas. Donc, ils vont préférentiellement se mettre dans ces nichoirs-là plutôt que chez vous, dans certains renfoncements. Et ça permettra justement de délocaliser un peu le problème et de permettre aux hirondelles de continuer de venir chez vous. Après, si c'est pas possible, si c'est pas envisageable, pareil, Picardie Nature travaille beaucoup justement au niveau associatif avec le public. Ils ont beaucoup de solutions à apporter. C'est vrai que nous, de notre côté, en fait, on fait pas mal d'études publiques, mais pour l'instant, notre secteur associatif est pas très développé, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup non plus d'interventions comme ça qui se font chez les particuliers. Donc, je pourrais vous conseiller des nichoirs qu'on a déjà fait. D'accord. Mais si vous avez besoin d'autres solutions ou si vous voulez discuter plus de ce sujet-là, je pense que Picardie Nature, encore une fois, sera plus à même de vous orienter sur différentes solutions. Après, ce serait intéressant de savoir un peu comment les faire, en fait, quel type de nichoir mettre et à quel endroit on peut les placer, quoi. C'est ça. Oui, oui. Nous, si on a de la documentation, je comptais pareil le joindre au, au document que j'allais remettre à la mairie plus tard. Mais c'est vrai qu'on a quelques documentations sur la fabrication de nichoirs à chauves-souris, nichoirs à oiseaux en général, donc hirondelles, on doit en avoir.
Donc tout ça sera transmis aussi. Donc après, si vous voulez, vous pourrez passer en mairie pour venir les récupérer. Ou si vous avez besoin, pareil, envoyez-nous un mail directement. Et si on a de la documentation, on vous répondra par mail avec les différentes, avec de la doc si on a. Mais donc voilà, n'hésitez pas surtout, soit vers nous, soit vers Picardie Nature. Envoyez-nous des photos si vous avez, pareil, des renseignements. D'accord. Ok, merci. Moi, j'avais une question. C'était en fait pour les enfants du village. Est-ce que en fait des fois ils pourraient faire des genres de sorties pour regarder des fois, enfin si on plantait les animaux, faire des sorties pour aller voir dans la faune et la flore du village, les chemins, les buissons et tout, pour qu'ils voient un peu comment ça se passe, si les animaux ils sont bien présents au sein du village, comment la biodiversité elle se passe et tout. Oui, oui. Alors du coup, sur la partie justement participative avec les sciences participatives, justement sur le site Viginature, vous allez voir, il y a plein de choses à mettre en place, que ce soit chez soi ou justement lors de balades, pour observer, identifier les espèces qui sont présentes. Donc très facilement, si vous n'avez pas besoin de faire appel à une association pour organiser une balade nature, si vous voulez, vous, en famille ou avec des amis, se balader pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut observer, je vous conseille de faire ça en printemps-été, c'est là où il y a le plus de choses à observer. Et justement, d'aller sur ce site avant, vous allez avoir des petites consignes et des petites choses à faire, à mettre en place justement dans cette balade pour pouvoir identifier facilement, les noter et justement après pouvoir les référencer dans les bases de données. Donc faites un tour là-bas, vous allez voir, il y a plein de choses pour les insectes, papillons notamment, pour les oiseaux, etc. Donc pour organiser des balades nature de façon amateur comme ça, c'est vraiment très sympa et accessible à tous. Donc Ok. n'hésitez pas à aller faire un tour. Ok. On va parler des écureuils. Si vous avez une question, n'hésitez pas, hein. Oui, oui. Ah bah, elle a plein d'idées, plein de projets, mais bon, ça c'est plus. Elle nous parle de jardin participatif, de ce genre de choses, de faune, de flore. Bah, Et tout ça, du coup, jardin à mettre en place, pareil, il y a plein de choses très intéressantes à pouvoir faire chez soi. Donc, et la petite, elle nous parlait des écureuils, parce qu'on a beaucoup d'écureuils qui viennent chez nous. Ah oui. Quand on va dans le village. Ah oui, j'ai une question. Oui. En fait, on a beaucoup d'écureuils chez nous et je voudrais leur faire un nid, mais avec quoi on peut leur faire? Alors, abri à écureuil, je ne crois pas que ça existe. Il me semble que les écureuils, justement, préfèrent largement pouvoir se nicher dans les arbres. Donc, il me semble pas que les abris à écureuils fonctionnent très bien et soient très répandus. Après, ça peut exister. Je me suis pas renseigné spécifiquement sur les écureuils. Mais en tout cas, si déjà chez vous, vous pouvez en observer dans votre jardin avec les arbres, etc., c'est déjà beaucoup. Ça veut dire que les écureuils sont déjà présents chez vous et a priori s'abritent dans les arbres qui sont chez vous. Donc c'est déjà un très bon point. Je pense pas qu'il y ait besoin de mettre en place des choses en plus. Après, si vous voulez vous amuser à les observer, pareil, en printemps et avant l'hiver, c'est là où ils sont le plus actifs. Parce que du coup, ils vont essayer de chercher la nourriture. Donc vous vous mettez au soleil un jour, une après-midi, et je pense qu'il y a moyen d'observer beaucoup d'allers et retours entre les endroits où il va chercher la nourriture et les endroits justement où il s'abrite. On les voit très régulièrement parce qu'on a des noisetiers, on a un peu de tout D'accord. payé, donc ils viennent chercher Mm. ce qu'il faut chez nous. J'avais une question, enfin une Oui. autre question. Est-ce que les enfants pourront participer, par exemple, si jamais on replante des, est-ce qu'ils pourront participer à faire ça pour Oui, oui. savoir? Ok. N'importe qui peut participer. Les haies, alors après, tout dépend la grandeur des haies que vous prenez au début, mais si vous prenez vraiment les haies tout petits pour justement les faire pousser, enfin, si vous prenez pas des espèces qui ont déjà commencé à pousser, n'importe quelle personne, même des enfants, peuvent s'amuser, essayer de planter, creuser un trou pour planter des haies, etc. Après, toujours avec l'accompagnement des adultes, parce qu'en général, manipuler des outils, c'est pas très conseillé de faire ça quand on est Dangereux. petit. Voilà, on peut facilement se blesser, mais n'importe qui peut participer justement à des animations comme ça, plantage de haies, balade nature, ramasser des déchets, etc.
Non, on va le faire, ça, on le fait tous les ans depuis quelques temps. Enfin, tous les ans, c'est la deuxième année. D'accord. Le 20 mars. Ouais. Sur France propre. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de petits projets pour notre petite commune. Il y a de quoi faire. Et la petite, elle veut faire un hôtel à insectes, monsieur le maire. Ouais, ça, Parfait. c'est réalisable. Mais après aussi, peut-être on peut passer aussi un ou deux flyers à l'école des Rubempré qui avait programmé justement l'animation avec nous. Ouais. Alors après, les hôtels à insectes, souvent on imagine quelque chose comme assez grand, avec beaucoup de choses dedans. Mais il faut savoir que les hôtels à insectes, en fait, c'est juste un abri que l'on met en place pour un ou plusieurs insectes. Donc il est tout à fait possible chez soi de faire un petit hôtel à insectes d'une vingtaine de centimètres qu'on accroche sur un mur, où on va mettre justement quelques matériaux spécifiques à certains insectes. Et c'est très facilement réalisable par n'importe qui, en fait. Donc c'est pour ça l'hôtel à insectes qui a été montré sur la photo, par exemple, là, ça ressemble à l'hôtel à insectes qu'on a mis en place sur Beaucourt sur la Lune, mais pour le coup, c'est un hôtel à insectes pour la commune. Donc pour le coup, il est relativement gros, il fait 1 mètre de haut, et puis on a été plusieurs à le Un remplir. palace. Voilà. C'est un Mais l'hôtel à insectes peut avoir n'importe quelle forme, n'importe quelle taille, du moment qu'il y a un endroit où les insectes peuvent venir se reproduire, c'est un hôtel à insectes. Il faut juste un petit Voilà. toit pour abriter quand même un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Si c'est pas à l'abri chez soi sous une pente de toit, on peut mettre un petit toit dessus. Ok. Voilà. Voilà, déjà. On va peut-être en faire un autre parce que nous, les insectes, ils aiment bien aller dans les joints des briques. Et ça peut être un peu gênant. Bah, dans les hôtels à insectes, justement, il y a un matériau, les briques qu'on retrouve très souvent parce que ça attire beaucoup, beaucoup les insectes. Parce que c'est rouge et il y a énormément de pollinisateurs qui sont attirés par la couleur rouge. Ah bah, ils font Donc du déjà, ménage, c'est ça. ouais. Il y a les joints et puis ils se mettent à l'intérieur, c'est bien. Ouais, les maçonnières, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Faut peindre des briques. On peut pas des briques. Bon, ok. Ok. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci aussi. J'ai une autre vous. question. J'ai une autre question. En fait, j'avais une question. J'avais une Enfin, je question. suis pas sûre de ma question. J'ai peur de la réaction des personnes, mais bon. Est-ce que Allez. les enfants, des fois, ils pourront essayer de trouver des solutions, par exemple, pour les problèmes des plantes qu'on a trouvées, et tout, les choses qu'il y avait dans le diaporama que vous avez mis tout à l'heure. Les plantes Une invasives. plante envahissante, c'est ça? Est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir en fait à des solutions convenables pour Bah, les... tu vas creuser, puis tu vas aller enlever les rhizomes jusqu'au dernier. Bah, c'est pas grave, ça me dérange pas. On va mettre un enfant par spot là où on a trouvé une espèce envahissante et puis on va le laisser avec une tente et à chaque fois qu'il voit un petit morceau qui pousse, hop, il le fout. Voilà. Il faut creuser Là, profondément. Hein. On va réussir à... Et justement, c'est bien, comme ils creuseront, ils seront fatigués. Et on- Effectivement, on Et sera on tranquille. commencera. C'est convenable pour les parents aussi, on est d'accord. Non, très bien. Allez, Merci beaucoup alors. Merci à vous. merci. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir. Voilà.